Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire Utiliser l'IA dans l'orientation, l'insertion et l'évolution professionnelle organisé par le CARIFOREF des Pays de la Loire. Comme je le disais, vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce webinaire qui est enregistré. Nous sommes ensemble pour 2 heures jusqu'à 16 heures et nous avons prévu un temps de questions en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Essentiellement les questions, les commentaires ne sont pas forcément n'ont pas lieu d'être forcément dans le chat. Et nous vous invitons à liker les questions qui vous semblent les plus pertinentes pour nous aider à prioriser les questions les plus importantes. Et donc, je laisse la parole à Aurore Charras qui va animer ce webinaire, conseillère et formatrice en transition professionnelle pour l'organisme de formation Garance et moi. Exactement. Mais bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà, pour ces 2 heures pour parler de l'IA. J'espère que l'IA n'aura plus aucun secret pour vous, ou presque à la fin de ce webinaire. Donc moi, je suis effectivement conseillère en bilan de compétences et je suis aussi formatrice de conseillers et conseillères en transition professionnelle pour Garance et moi, et également chef de projet pédagogique. J'ai plein de casquettes. Donc, je m'occupe de créer des formations dans mon domaine et d'améliorer nos formations, nos offres de bilan tout au long de l'année. Voilà, et j'utilise l'IA dans mon quotidien depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Voilà, et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, les objectifs de ce webinaire, donc c'est vraiment pour moi de d'arriver à démystifier l'IA. Donc, vous amener à comprendre ce qu'est l'IA, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages et aussi les points de vigilance, car il y en a pas mal. Là, d'explorer aussi le potentiel de l'intelligence artificielle dans les métiers de l'accompagnement individuel et collectif, dans vos métiers, sans jargon technique. Je vais essayer de faire simple et efficace et aussi de vous permettre de découvrir des exemples pratiques d'outils, de méthodes pour vous aider à être plus efficace dans votre quotidien et dans vos interactions avec vos publics. Voilà, peut-être que Claire, tu avais une question à poser dans le chat éventuellement sur ce que l'IA évoque pour vous, vos usages de l'IA. Alors, je vous propose un petit sondage. Normalement, c'est parti. Quelques instants pour répondre. Donc, quels sont pour vous les usages de l'intelligence artificielle? Donc, en tête, rédaction de synthèse d'entretien de réunion, Ah, création et optimisation de CV et lettres de motivation. Bon, je vois que ça continue à répondre, mais on va mettre fin au sondage et je vais vous présenter les résultats. Est-ce qu'Aurore, tu vois les résultats à je l'écran? vois Ouais. les résultats, effectivement. Création, optimisation de CV, ça a l'air d'être le premier. Voilà, plan d'action, liste de métiers. Ok, donc je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes, alors soit qui ont l'idée qu'on peut l'utiliser, soit qui l'utilisent déjà pour ça. Ça, on pourra voir et je vais vous partager évidemment pas mal de tips. Voilà, donc déjà avant de commencer tout ça, déjà commençons par le début, je dirais, qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que cette fameuse intelligence artificielle? Donc c'est un domaine qui vise à développer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine grâce à des algorithmes. Donc c'est des très très gros calculs. Donc elle limite les fonctions cognitives humaines et est capable d'apprendre, d'analyser ou de résoudre des problèmes. Et c'est là qu'elle est intéressante pour nous.
Donc, elle englobe plein de sous-domaines comme l'apprentissage automatique, la reconnaissance de forme. On parle souvent, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de la reconnaissance faciale, ou de générer des visuels, des images, des vidéos, voire même du son. Et elle traite aussi le langage naturel. Donc, elle permet aux machines, finalement, d'exécuter des tâches de manière autonome et à très grande échelle, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et l'innovation dans de nombreux domaines. Vous avez constaté qu'elle est aujourd'hui absolument partout. On en parle beaucoup, mais elle est vraiment partout. Et l'adoption par le grand public de cette nouvelle technologie est de plus en plus rapide. Pour vous donner une petite idée, il a fallu 5 jours seulement à ChatGPT pour atteindre le million d'utilisateurs. C'est absolument colossal. En comparaison, pour vous donner une idée, il a fallu à peu près 3 ans et demi à Netflix pour atteindre le million, 10 mois à Facebook et à peu près 2 mois et demi à Instagram. Donc ça va très 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 vite. Et plus la vitesse d'adoption d'une technologie est forte, plus l'impact est important. Et aujourd'hui, l'IA elle transforme totalement, voire elle révolutionne le monde du travail. Donc je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement d'une certaine forme d'IA qui est l'IA générative et en parler en particulier des grands modèles de langage, donc ce qu'on appelle les LLM. Ils sont des IA donc, qui sont capables de comprendre, de créer des contenus, comme vous l'avez mis dans le petit sondage. Et il y a plusieurs IA, hein, il y en a pas mal. Il y a ChatGPT que tout le monde connaît, il y a Claude, Perplexity qui est mon chouchou, et puis Gemini, Mistral. Donc il y en a vraiment plusieurs. Donc peut-être que vous avez déjà essayé d'en utiliser certaines. Donc la différence entre ces IA génératives et un moteur de recherche, par exemple comme Google, c'est qu'elle va synthétiser les résultats de plusieurs sites, alors qu'avec un moteur de recherche Internet classique, vous devez parcourir plusieurs sites pour sélectionner les informations les plus pertinentes. Donc c'est suffisant évidemment pour une recherche simple, hein, que si vous cherchez une information précise sur un site que vous connaissez, si vous voulez vérifier un mot de vocabulaire, vous n'avez pas forcément besoin de l'IA, un simple moteur de recherche suffit. Là, il y a un grand nombre de logiciels et d'outils que vous pouvez déjà utiliser ou que vous utilisez déjà qui ont une fonctionnalité IA intégrée. Je ne sais pas si vous utilisez par exemple Notion, la suite Adobe, Canva, Microsoft Office, il y a de l'IA derrière. Donc vous utilisez donc tous l'IA déjà sans le savoir. Alors après, pourquoi je vous parle de l'IA aujourd'hui et pourquoi vous êtes si nombreux? C'est que comme vous, moi je gère de nombreuses tâches dans mon quotidien et j'avais besoin de gagner du temps, d'être plus efficace dans mes activités entre les rendez-vous avec les bénéficiaires, les réunions, la rédaction des synthèses et aller plus loin aussi dans les accompagnements. Et l'IA m'a vraiment aidée et c'est devenu aujourd'hui une alliée dans mon quotidien tout simplement. Donc, quels usages de l'IA on peut avoir dans le cadre de nos accompagnements et de nos métiers? Donc déjà, dans les grandes lignes, je reviendrai un petit peu après dans le détail, mais c'est déjà un assistant virtuel. Par exemple, chez Garance et moi, on a créé un chatbot qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre de manière personnalisée et interactive aux questions fréquentes de nos apprenants dans le cadre de notre formation accompagner les transitions professionnelles, par exemple, ce qui est un plus pour eux parce que moi, je dors la nuit, j'ai les week-ends, je suis pas toujours là pour répondre aux questions et du coup, ça permet déjà d'avoir un premier niveau de réponse automatisée. On peut s'en servir aussi pour analyser des éléments qui sont communiqués par un bénéficiaire. On peut lui demander aussi de prendre un rôle particulier, par exemple le rôle d'un RH. On peut lui dire, voilà, je suis candidat pour tel poste, voilà en gros mes compétences, mon parcours, est-ce que tu peux me préparer à un entretien? Et en te mettant à la place d'un RH, on peut se mettre aussi, lui demander de se mettre dans le rôle d'un avocat ou d'un professionnel expert d'une thématique ou d'un métier particulier. Donc c'est toujours intéressant, ça amène beaucoup de contenu et parfois des questions ou des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est vraiment une addition à notre cerveau humain. On peut faire aussi des synthèses, lui demander de reformuler ou de réorganiser de grandes quantités d'informations. Par exemple, quand on a des études qui font 150 pages, ça peut être intéressant parfois d'utiliser l'IA pour lui demander de résumer un article qui peut être très long. Elle permet aussi de générer les contenus. Donc, par exemple, les posts pour les réseaux sociaux, hein. Si vous êtes sur LinkedIn, il y a de plus en plus de posts qui sont écrits à l'aide de l'IA. Des mails aussi adaptés à une situation particulière. Si vous avez un mail à tourner qui peut être un peu compliqué, vous savez pas trop comment tourner les choses, vous pouvez lui demander
de vous aider, d'écrire des articles aussi sur un sujet qui est lié à votre activité, ou de créer des vidéos ou des audios, des images, des schémas aussi, des supports de présentation, des quiz. Moi, je m'en sers beaucoup pour créer des quiz ou des activités dans le cadre de mes formations, ou d'améliorer des contenus. Elle permet aussi plus d'idéation. Donc, par exemple, du brainstorming. Par exemple, vous pouvez demander des idées de métier en fonction d'un profil RIASEC, si vous utilisez le RIASEC dans vos accompagnements, de challenger des idées. Donc, c'est vraiment un interlocuteur qui permet de converser avec vous. Et aussi, quelque chose de très intéressant pour nous, c'est la veille. Donc la veille, c'est vraiment indispensable dans nos métiers. Donc ça permet de faire de la veille, d'analyser, de résumer des informations sur les secteurs, sur l'évolution des métiers, comprendre les tendances du marché et enrichir nos perspectives et notre connaissance des métiers et des bassins d'emploi. Aurore, on a une question par rapport à la gratuité des outils que tu cites. Oui. Alors ils ont tous une version gratuite dans ce que je cite, pardon. Les versions gratuites suffisent largement. Après, la différence, ChatGPT commence à citer ses sources qu'il ne faisait pas avant et ça, c'est chouette. Parce que c'est intéressant d'aller voir jusqu'où ils vont. La version payante permet d'aller plus loin, mais très franchement, avec un ChatGPT gratuit, vous faites déjà beaucoup de choses. J'utilise beaucoup Perplexity parce que lui aussi cite ses sources et est très intéressant et la version gratuite est amplement suffisante. Claude et Mistral aussi ont des versions gratuites pour ce qu'on en fait en tout cas qui sont largement suffisantes aussi. Merci. De rien. Donc les avantages de l'IA en tout cas pour nous, donc en termes déjà de qualité. Donc les systèmes d'IA peuvent s'adapter à nos préférences et aux besoins de chaque utilisateur et offrent une expérience vraiment sur mesure. Ça suppose évidemment que vous lui indiquez un maximum d'éléments. On voit souvent, et c'est souvent le reproche qu'on fait à l'IA, c'est que le rendu finalement est assez creux, assez générique. Mais si on lui amène des éléments, des choses sur lesquelles qu'on a envie d'apporter, sur lesquelles mettre l'accent, du coup le rendu sera beaucoup plus précis. Par exemple, quand j'écris, ça m'arrive d'écrire des posts avec l'IA sur LinkedIn, je vais lui dire, voilà, j'ai envie de parler de ça, voilà mon point de vue. Voilà quel angle, sous quel angle j'ai envie d'en parler. Je vais donner aussi des exemples de posts que j'ai écrits moi avec mon style et je lui dis de reprendre mon style, par exemple. Et on peut le faire tout à fait aussi pour les synthèses. Je vous en parlerai un petit peu après. Euh, Elle permet aussi donc d'innover, de stimuler la créativité et l'innovation en permettant l'exploration de nouvelles solutions à des problèmes complexes ou de challenger nos idées. C'est toujours intéressant parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir un peu des réflexes de pensée. Et comme là, on est face à un algorithme, finalement, ça permet d'aller plus loin, de voir les choses sous un autre angle. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, ça m'a servi pour vous donner un exemple. J'ai créé l'année dernière un bilan spécifique pour les personnes qui avait des problèmes de santé. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une partie des éléments qui pourraient manquer? Et effectivement, elle m'a dit, dans tout ce que de tout ce que tu as mis, tu as oublié de parler des maladies mentales. C'est vrai que je n'y avais pas forcément pensé. Et ça m'a permis d'enrichir aussi. Ça permet aussi de proposer, par exemple, des métiers en fonction des intérêts d'une personne, de manière plus large, et parfois des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et ça permet évidemment aussi de gagner en efficacité, donc d'automatiser des tâches qui sont répétitives, de rédiger plus rapidement et de manière plus précise. Voilà. Par exemple, je l'ai utilisé récemment avec quelqu'un que j'accompagnais pour préparer un mail à son RH. Je l'avais accompagnée en bilan de compétences et elle avait un projet de formation et un projet qui s'inscrivait dans la stratégie de son entreprise et on a utilisé l'IA ensemble pour préparer un mail au RH pour expliquer son projet. Les risques aussi et les limites de l'IA, parce que ça c'est très bien, mais c'est hyper important d'avoir aussi en tête tous les risques et les points d'attention à avoir quand on utilise l'IA. Le premier, je dirais, c'est vraiment des biais de discrimination et d'erreur. L'IA, elle est, je dirais, aussi biaisée que les données qui la forment. Comment c'est fait l'IA et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des algorithmes, je vous en ai parlé tout à l'heure, et qui sont créés par des humains.
Et les humains ont des biais et en plus, elle va chercher, elle est nourrie de tout ce qu'il y a sur Internet. Donc forcément, sur Internet, il n'y a pas que la vérité. Donc attention à ces algorithmes et ces sources qui peuvent reproduire des biais humains et prendre des décisions erronées si les données d'entraînement, les données d'entraînement, c'est tout ce qu'on lui donne un petit peu à manger pour qu'elle tourne, sont incomplètes ou de mauvaise qualité. Par exemple, un biais super important, c'est les biais de genre dans le choix des métiers. Les algorithmes sur lesquels reposent les résultats des recherches reproduisent ces biais de genre. Par exemple, elle va un peu naturellement associer ingénieur plutôt à un homme ou assistante plutôt à une femme. Dans les soft skills aussi, je me suis rendu compte que c'était très genré. Par exemple, le mot leadership est plutôt associé à des profils masculins alors que empathique, c'est plutôt lié au féminin. Donc l'astuce que j'ai trouvée, moi, quand j'utilise l'IA, c'est d'écrire plutôt j'accompagne une personne et non pas j'accompagne un homme ou j'accompagne une femme. Sinon, dans les résultats, ça risque d'être biaisé. Voilà, donc c'est hyper important d'avoir vraiment une supervision humaine quand vous interprétez les résultats d'une IA. Le résultat d'une IA, c'est toujours une proposition, un point de vue. Il faut vraiment avoir un esprit critique. Pour moi, l'esprit critique, c'est la soft skills à développer dans les années à venir. Donc, pensez bien à challenger, à approfondir, à mettre en perspective, à vérifier aussi les informations. Donc, je vous disais que j'aimais bien Perplexity notamment, et maintenant ChatGPT commence à le faire. Elles citent leurs sources et où elles sont allées chercher les informations. Donc, vérifier, aller regarder sur quel site ou sur quel document elle est allée pour vraiment voir ce que ça donne et si les sites qu'elle utilise vous paraissent fiables ou pas, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment une proposition et dites-vous que c'est vous qui avez le dernier mot. C'est un peu comme quand on accompagne quelqu'un, finalement, bah, on peut utiliser un test, on peut utiliser plein d'outils différents, mais c'est finalement la personne aussi qui a son propre vécu, sa propre vision des choses, et c'est elle aussi qui a le dernier mot, bah, c'est la même chose avec l'IA. Voilà, autre point de vigilance aussi par rapport à ça, vous reposez pas sur l'IA pour penser à votre place. C'est pas, on reproche aussi ça à l'IA de dire bah oui, mais du coup l'être humain va plus penser. C'est un petit peu dommage si on l'utilise comme ça, mais c'est vraiment une base pour réécrire, repenser les choses et pour avoir une proposition de l'IA qui est adaptée, il faut avoir structuré sa pensée et lui faire une demande précise. Donc, c'est vraiment une démarche cognitive et une appropriation finalement des contenus du savoir à questionner encore et toujours. La deuxième chose à avoir en tête par rapport à ces points un petit peu, ces risques et ces limites de l'IA, c'est les pertes d'emplois ou la transformation profonde des emplois. Vous devez déjà le constater, j'imagine, dans votre quotidien. L'automatisation due à l'IA peut entraîner la perte d'emplois dans certains secteurs, hein, ça, on le voit déjà. Pour vous donner un chiffre, d'ici 2030, il y aura à peu près 92 millions de postes qui pourraient être supprimés en raison de l'automatisation et de l'adoption massive de l'IA dans divers secteurs. Par exemple, les métiers comme les graphistes, les assistants administratifs devraient connaître un déclin rapide, exacerbé par l'automatisation et l'IA générative. Pour vous donner un exemple, là, j'ai accompagné hier une personne qui est juriste et qui m'a dit, bah voilà, je ne sais pas si j'ai envie de rester juriste ou si j'ai envie de changer de métier. On en est au tout début de son bilan de compétences. Elle me dit, par contre, un point hyper important pour moi dans ma décision, ça va être aussi quel est l'avenir du métier de juriste dans les années à venir du fait de l'IA. Est-ce qu'on ne va pas encore réduire les équipes? Est-ce que si je me forme ou que je continue, que je change de secteur ou que je reste dans mon métier, est-ce que mon métier va pas être profondément transformé ou carrément disparaître? Donc c'est vraiment aussi, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'accompagnateurs des transitions professionnelles, vraiment d'alerter aussi les personnes sur ces points-là. Elle l'avait fait d'elle-même. Mais en tout cas, les gens n'en ont pas nécessairement l'idée. Autre chiffre, pour vous donner une idée plus précise aussi, 41% des entreprises prévoient de réduire leur main-d'œuvre au cours des 5 prochaines années à cause justement de nombreux stages qui seront robotisés et assistés par l'IA. Voilà, ça peut être dans les domaines comme la comptabilité, l'assistante pédagogique aussi, qui transforme les postes. Et moi, je le vois dans mon quotidien pour la pédagogie. En tout cas, l'IA prend de plus en plus de place, mais pour moi, c'est au bénéfice de l'humain.
parce que tout le temps que je gagne aussi dans la conception pédagogique, c'est du temps que j'ai en plus aussi pour accompagner mes stagiaires quand ils en ont besoin. Donc c'est aussi du plus. Voilà, et 77% des employeurs envisagent l'acquisition de nouvelles compétences comme réponse à ces changements. Donc il y a vraiment aussi rester en alerte et en veille vraiment sur ces sujets-là. Et il y a une demande notamment croissante pour les compétences techniques avancées dans les domaines de l'IA, des données et aussi dans les énergies renouvelables. Il y a beaucoup de transformations. Euh, Aussi, ce que je constate moi, peut-être vous l'avez constaté aussi, c'est que ces transformations génèrent aussi un stress chez les personnes qu'on accompagne, parce que ça nécessite, ça induit une adaptation constante finalement, et ça va très très vite, euh, mais ça offre aussi de nouvelles opportunités. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont certes être transformés ou disparaître, mais d'ici 2030, on prévoit la création de 170 millions de nouveaux emplois, principalement dans les secteurs technologiques et aussi dans les secteurs essentiels comme le soin, l'éducation. Donc restez vraiment en veille là-dessus et soyez particulièrement vigilants, en tout cas moi je le suis, sur vraiment cette question du rapport au travail qui change aussi du fait de tout ça. Là, il y a aussi des problématiques d'ordre plus juridique, éthique et aussi écologique. Donc, le développement de l'IA soulève des questions évidemment éthiques complexes liées à la vie privée, aux données personnelles, à la surveillance et à la prise de décision autonome. À savoir que la notion d'éthique, elle est très culturelle. En Europe, la priorité, c'est plus les libertés individuelles, la RGPD dont on parle beaucoup. Alors, par exemple, au Canada, si vous accompagnez des personnes, alors, j'imagine plus votre bassin d'emploi, mais moi j'accompagne des personnes partout dans le monde, ils valorisent plus l'équilibre entre la liberté individuelle et les bénéfices collectifs, par exemple. Donc la régulation, elle est très différente selon les pays. Et en plus, il y a des tensions entre les entreprises qui investissent dans l'IA, hein, comme Microsoft, Google ou autres, et les gouvernements qui souhaitent protéger les citoyens ou leur sécurité nationale. Et aussi, d'autre part, il y a une tension entre l'innovation ultra rapide et la législation et la régulation en termes d'éthique. Donc ça, on en est un peu au balbutiement. Il y a des gros trous dans la raquette encore. Donc, à bien vérifier aussi. Et à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout ne pas communiquer de données personnelles de vos bénéficiaires dans vos recherches et bien penser à toujours anonymiser les données. On ne met pas les noms des entreprises, par exemple, pas les noms des personnes quand on crée des requêtes via l'IA. C'est super important. L'IA aussi, elle consomme énormément d'énergie pour fonctionner. Donc, c'est à utiliser avec discernement. Je vous disais, quand une simple recherche Google suffit, utilisez Google. N'allez pas utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. On manque énormément de données sur cette révolution-là et l'utilisation justement en ressources de l'IA, notamment parce que on manque d'accès aux informations des fournisseurs d'IA. C'est pas très transparent. Donc l'impact environnemental aussi est considérable et est en constante augmentation. Je vais vous donner quelques petits chiffres pour que vous puissiez vous situer. Donc en termes de consommation énergétique, les serveurs, les réseaux, les data centers consomment énormément d'énergie qui est liée à la masse de données et à la puissance de calcul des algorithmes, hein, notamment. Et plus les modèles sont puissants, plus il faut de data centers. Et le problème principal, c'est que les data centers, ils sont situés en grande partie, c'est à peu près un peu plus d'un tiers aux États-Unis et dans des pays où l'électricité est peu décarbonée. Donc ça, ce serait vraiment bien qu'on puisse mettre des data centers plus proches et en Europe à l'avenir. Voilà. Pour vous donner une idée, une session de 10 échanges avec ChatGPT, ça génère en moyenne 0,12 grammes de CO2. Donc, si le centre de données était situé en France, on rejetterait 10 fois moins, par exemple. Autre chiffre édifiant, je dirais, en 2020, les data centers ont consommé environ 200 TWh d'électricité. C'est 1% de la consommation mondiale. Ça a l'air de rien, 1%, mais c'est l'évolution qui inquiète, parce que plus on utilise l'IA et plus elle prend de place, plus on va avoir de rejet de CO2. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un doublement de cette consommation d'ici 2026. Donc à peu près, ça ferait 1000 TWh, c'est l'équivalent de la consommation du Japon. C'est énorme.
Voilà, et selon l'ADEME, en 2022, les équipements et les infrastructures numériques représentent à peu près 10% de la consommation annuelle d'électricité en France. Donc vraiment utiliser l'IA avec discernement et quand ça a une vraie valeur ajoutée. En termes de consommation d'eau aussi, hein, ça utilise énormément d'eau, l'IA, notamment à cause du refroidissement des data centers. Donc les data centers de Google en 2022 ont consommé à peu près 20 millions de litres d'eau. C'est beau. Et en termes d'empreinte carbone, donc pour entraîner un modèle d'IA, par exemple à reconnaître des images, à traduire du texte ou à générer des contenus, il faut lui fournir des milliers et des milliers d'exemples à traiter et ça nécessite de puissants serveurs. Donc la seule phase de pré-entraînement de GTP3, la troisième version de ChatGPT, c'était à peu près 626 000 kilos de CO2 et 5,4 millions de litres d'eau. Donc ça, c'est fait une fois qu'elle est entraînée, voilà, qu'elle voit le jour, c'est fait, mais en même temps, c'est énorme. Pour vous donner une idée, c'est 71,9 tours de la Terre en voiture ou la fabrication de 3244, c'est précis, ordinateurs portables. Donc l'idée, ce serait qu'on arrive à mutualiser voilà, ces données d'entraînement au fur et à mesure. Et puis aussi un impact matériel. Donc les composants de l'IA nécessitent des métaux, hein, notamment de l'aluminium, du cuivre, du fer, du plastique qui aggrave aussi l'empreinte écologique. Donc l'extraction et la gestion de ces matériaux ont vraiment un impact significatif aussi sur l'environnement et le climat. Elles consomment énormément de ressources et produisent des déchets et des polluants sur l'ensemble du cycle de vie aussi. Donc important à avoir en tête. Voilà, donc il y a des perspectives hein, d'amélioration, notamment, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a un référentiel AFNOR qui vise à évaluer et réduire les impacts environnementaux des services IA. Donc les solutions, bah, ce serait de développer évidemment les énergies décarbonées, localiser les centres de données intelligemment, à savoir au plus proche des utilisateurs, mutualiser aussi les codes sources et les données des modèles déjà entraînés à transférer les connaissances d'un modèle d'IA aussi qui serait un petit peu l'IA maître, déjà formé vers un modèle plus petit, ce qui permettrait aussi bah, d'utiliser une IA moins puissante quand on a besoin de moins de force de frappe et de moins de données. Donc, c'est un modèle d'IA un peu plus frugal. On les voit apparaître hein, petit à petit et vous avez notamment sur Claude, il vous propose par exemple d'utiliser l'IA de Claude ou alors d'utiliser Claude Aipou qui est plus petite, qui fait des réponses plus courtes et qui utilise du coup moins d'énergie et moins de données. Donc c'est un petit peu plus sobre. Donc à notre niveau, voilà, on peut choisir en fonction de nos besoins d'aller d'aller sur ces modes d'IA un peu plus frugaux. Autre souci également en termes d'IA, c'est les risques d'exacerbation des inégalités sociales. Là aussi, je pense qu'on a un grand rôle à jouer, en particulier en lien avec l'accès au numérique et à la fracture numérique, hein, qui est toujours là, mais aussi avec les compétences en littératie. Donc, il n'y a pas besoin de savoir coder pour utiliser l'IA, mais par contre, il faut savoir bah, s'exprimer et avoir accès au numérique. Et tous ces gens bah, qui sont du coup en dehors de ces compétences-là, numériques et en littératie, bah, sont désavantagés aussi dans un monde qui va de plus en plus vite. Hein. Savoir d'un ordinateur ou d'outils visio, hein, tout simplement, depuis le Covid. L'outil vidéo, c'est une compétence que tout le monde, ou beaucoup de personnes en tout cas, doivent avoir sous peine bah, d'avoir du mal à se réinsérer ou s'insérer dans le monde du travail. Donc là, avec l'IA, c'est encore plus fort. Donc, d'où le fait que vous êtes là pour vous former à l'utilisation éthique de l'IA et aussi accompagner nos bénéficiaires dans cette appropriation. Pour moi, ça fait vraiment aujourd'hui partie de mon rôle que d'alerter les personnes que j'accompagne bah, sur l'IA dans leur transformation des métiers, bien sûr, pour les aider à faire des choix éclairés de carrière, mais aussi à les accompagner, et je le fais souvent hein, quand j'accompagne en visio. À un moment donné de l'accompagnement, ouais, je vais leur montrer, on va écrire des prompts ensemble, on va faire des recherches ensemble, et je leur partage notre recherche, qu'on peut le faire aussi via les IA, partager les recherches, et ils les continuent, ils les poursuivent chez eux. Donc ça, c'est un petit tips aussi, je le fais beaucoup avec Perplexity. C'est qu'on écrit ensemble, on fait les recherches ensemble, on choisit les éléments qui vont être intéressants à communiquer à l'IA en fonction de ce dont on a besoin.
Et après, je leur partage le lien de notre recherche qu'ils peuvent continuer de leur côté. Et eux, ben, voient les recherches qu'on a fait ensemble. Et puis, quand on se voit la fois suivante, on peut voir ce qu'ils ont fait de leur côté. Donc ça, c'est une habitude que j'ai prise depuis quelques mois dans la quasi-totalité de mes accompagnements. Voilà, et évidemment, prendre en compte l'impact environnemental de l'IA elle-même dans les recommandations et les recherches de métier. Et puis, les accompagner et nous aussi, ben, penser avec elles. L'IA ne remplace pas du tout la réflexion, elle fait pas le travail à notre place. Elle permet juste de converser, d'ouvrir des perspectives, de challenger nos idées. Ce que je dis souvent aux personnes que je forme à l'accompagnement des transitions professionnelles, le premier outil qu'on utilise, finalement, bah, c'est l'entretien. Et l'IA, c'est une forme d'outil qu'on peut utiliser parmi tant d'autres. Et elle ne nous remplace pas, et c'est vraiment bah, la lance de travail qu'on va avoir avec les personnes, les échanges qui vont faire la richesse de l'accompagnement. Et l'IA, c'est juste un plus. Voilà, sachant qu'elle a aussi des limites un peu techniques. Elle progresse en vraiment à vitesse grand V et chaque version de l'IA progresse et est de plus en plus performante, mais elle a encore des limites en termes de compréhension de contexte, de créativité et évidemment d'empathie, hein. Ce n'est qu'un algorithme qui fonctionne par probabilité. Donc l'IA, en fait, quand elle vous donne une réponse à une requête, vous le voyez d'ailleurs quand ça s'écrit, si vous avez déjà utilisé l'IA, elle réfléchit pas comme un cerveau humain à structurer une pensée, une phrase. Elle va faire mot par mot en fonction de la probabilité, elle va vous proposer une réponse. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne derrière. C'est simplement des mathématiques. On appelle ça intelligence artificielle, mais c'est pas de l'intelligence au sens humain du cerveau humain. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions peut-être? Il n'y a pas Ou- forcément de questions dans le chat. Il y en a une peut-être sur les chiffres. Est-ce que tu auras la possibilité de transmettre toutes les Des données chiffrées sources? que ouais, Oui. tu as Donc, évoquées? ouais, les données chiffrées, bah oui, je ferai un petit message peut-être que vous aurez la possibilité de transmettre. Ouais, pas de problème. Ouais. Ouais, je remettrai les chiffres effectivement, parce qu'ils sont assez édifiants. Alors, ils sont assez disparates, hein. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai challengé l'IA et j'ai utilisé beaucoup Internet pour aller chercher ces chiffres. Et voilà, ça fait pas forcément consensus, justement parce que les serveurs IA et les propriétaires des IA donnent peu de chiffres. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de vous donner les chiffres les plus fiables possibles pour vous donner au moins un ordre de grandeur. Est-ce que tu as une idée, Aurore, de l'outil IA le plus utilisé? Alors pour l'IA générative et celle dont je vous parle, c'est ChatGPT parce que c'est le plus connu et je pense que tout le monde en a entendu parler. Voilà, après, pour ceux qui me connaissent, c'est Perplexity parce que c'est celle que j'utilise le plus. Après, Claude est moins connu, j'ai l'impression. Et Mistral, elle est française. C'est notre petit cocorico français. Mistral est française. Et après, oui, il y en a pas mal d'autres aussi. Il y en a d'autres qui arrivent. Là, vous avez sûrement entendu parler la semaine dernière, depuis la semaine dernière, de Lucie qui est arrivée et qui dit des grosses bêtises encore. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu passer, certains avaient testé en lui demandant le goût de l'œuf d'un lapin et elle le comparait au goût de l'œuf de poule. Ça peut paraître drôle, mais on voit bien elle peut dire vraiment n'importe quoi. Voilà, et DeepSeek aussi, l'IA chinoise qui a, elle, des gros biais au niveau politique. J'ai vu qu'il y a eu des tests qui étaient faits, par exemple, de demander les 10 plus gros scandales américains. Elle répond de manière très rapide. Et si on lui demande les 10 plus gros scandales chinois, d'un coup d'un seul, elle dit qu'elle est en maintenance. Pour vous donner une idée vraiment des biais qu'il y a derrière et de la construction des algorithmes. Donc il y a des questions aussi éminemment politiques derrière. Et est-ce que tu aurais un conseil sur un outil qui respecterait une déontologie des sources et sur le volet plutôt RSE? C'est difficile de répondre. Moi, justement, c'est pour ça que j'utilise Perplexity parce qu'on voit les sources vers lesquelles elle va. On peut aussi lui demander d'aller chercher dans certains sites dont on a connaissance aussi, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des biais, forcément, vu que les algorithmes sont faits par des humains. Si je schématise très grossièrement, c'est plutôt des hommes blancs de 40 ans et tous les biais qu'il peut y avoir derrière.
Donc, il n'y en a aucune qui est parfaite à ce niveau-là. J'espère qu'ils y travaillent. Donc, après, en termes d'usage, justement, voilà, suite au petit sondage qui avait été fait, voilà, l'objectif pour moi, c'était surtout de vous ouvrir des perspectives et puis de valoriser aussi le travail d'introspection et d'analyse qu'on effectue en séance avec nos bénéficiaires. Jamais au grand jamais, je n'utilise l'IA trop tôt dans un accompagnement. Je l'utilise toujours une fois qu'on a rassemblé les éléments, qu'on les a discutés, qu'on les a validés avec la personne qu'on accompagne, ne serait-ce que pour pas influencer la décision ou faire à la place des personnes. Parce que toute la phase introspective, bah, elle vient des entretiens et de tout le travail interséance que font les personnes qu'on accompagne. Et surtout pas voilà, utiliser l'IA qui n'est qu'un algorithme pour influencer les décisions ou aller chercher des informations. Donc, dans quoi je m'en sers, moi, concrètement au quotidien? Alors, peut-être que vous aurez d'autres idées que je n'avais pas, hein. Je suis assez curieuse d'avoir aussi vos usages. Donc, une des premières choses, c'est la génération de listes de métiers en lien avec les intérêts et les compétences d'une personne, puisque l'IA, elle peut analyser le profil d'une personne, mettre en évidence les compétences transférables vers des métiers en adéquation avec leurs intérêts, leurs motivations, leurs valeurs, le marché du travail, hein. Donc, ouais, elle permet de croiser toutes ces données-là. Elle peut permettre d'identifier aussi des emplois en tension ou émergents. Ça, c'est toujours intéressant aussi de challenger un peu les pistes que les personnes peuvent avoir en fonction du marché du travail et de l'évolution des métiers. Elle peut faire aussi le lien entre des ressources de la personne en termes de compétences, valeurs, intérêts et des offres d'emploi existantes. Par exemple, je peux aller lui dire, ben voilà, telle personne a telle piste, voilà ses compétences, tous les points d'appui qu'on a pu voir ensemble au projet. Et on peut lui demander d'aller chercher, ben, je sais pas, dans le bassin nantais, par exemple, 5 offres d'emploi en fonction de son projet, ou 5 entreprises qui seraient engagées dans la RSE, si c'est quelque chose, par exemple, dans ses valeurs qui est ressorti très fortement. Donc, on peut aller rechercher ça ou des nouveaux métiers émergents auxquels on n'aurait pas pensé. La deuxième chose aussi que j'ai testé récemment, j'utilise pas mal dans les bilans de compétences les questionnaires 360 degrés pour aller voir un peu la vision qu'ont l'entourage pro ou perso ou familial des personnes sur leur manière de fonctionner, sur les métiers qu'ils le verraient faire, sur ses qualités, sur ses points de vigilance. Et là, j'ai eu 2 cas récemment où j'accompagnais des personnes qui soit étaient étrangères, soit qui travaillaient à l'étranger ou dans des contextes anglophones ou germanophones, par exemple, et j'ai demandé à l'IA de me traduire le questionnaire en allemand et en anglais pour qu'il puisse être voilà, rempli par bah, l'entourage des personnes. Donc ça me l'a fait en 30 secondes chrono et franchement, j'étais bluffée parce que ça l'a fait très très bien. J'ai demandé aux personnes, donc moi je suis trilingue, donc en relisant, je me suis dit que c'était déjà pas mal et je leur ai demandé à elles ou à leur entourage de me dire ce qu'ils avaient pensé de la formulation. C'était nickel, j'ai rien retouché. C'est assez incroyable. Et pareil, là, j'accompagne une personne en bilan qui est trilingue et qui a travaillé son parcours professionnel. Elle a travaillé dans des milieux anglophones et germanophones. Et elle m'a fait son parcours professionnel en trilingue. L'IA, elle a aucun souci à remettre tout ça dans une des 3 langues sans problème. Donc ça permet aussi de gagner du temps à ce niveau-là de traduction, puisque sur les métiers qu'elle avait travaillé dans un milieu anglophone ou germanophone, c'était plus difficile pour elle de retraduire le vocabulaire que de le penser dans la langue dans laquelle elle avait travaillé. Donc là aussi, ça nous a gagné un temps fou pour faire un portefeuille de compétences en français qu'on peut après traduire en autre langue si besoin, notamment quand on fera ses CV, on n'en est pas encore là. Et par exemple, faire son CV et le traduire en plusieurs langues quand on a besoin. Ça aussi, c'est top. En termes de techniques de recherche d'emploi aussi, on peut créer, optimiser des CV en fonction d'un projet ou d'une offre d'emploi précise. Euh, on peut rédiger des lettres de motivation ultra personnalisées puisqu'on a fait tout le travail en amont, voilà, d'explicitation des intérêts, des motivations, des valeurs. Donc, on peut faire des lettres de motivation ultra personnalisées, ultra incarnées.
Là aussi, c'est assez bluffant pour peu qu'on lui donne les bons éléments et ce qu'on veut faire passer comme message. C'est hyper pertinent. On peut aussi améliorer les profils LinkedIn. Ça aussi, notamment la petite section qui est au début de présentation du profil. C'est hyper intéressant d'utiliser l'IA aussi pour faire un petit pavé de présentation. On peut préparer aussi aux entretiens d'embauche. Ça, c'est quelque chose où j'avais pas forcément le temps, ni c'était pas forcément non plus le lieu dans le bilan de compétences de préparer aux entretiens d'embauche. Et c'est vraiment une demande de nos bénéficiaires. Donc, ça permet aussi de permettre, en lui donnant le parcours, les compétences, tout ce qu'il faut, de se dire, bah voilà, tu es un recruteur pour telle entreprise quand la personne a trouvé une offre d'emploi. Voilà mon parcours, les éléments qui sont importants pour moi. Mets-toi dans la peau du recruteur et pose-moi 10 questions et propose-moi 10 réponses à ces questions-là. C'est hyper pertinent et l'avantage, c'est que ça donne pas quelque chose qui est, je dirais, tout fait. Puisqu'à ce moment-là, avec les personnes, elles me disent, ah bah là, cette question, j'aurais pas pensé à la préparer, c'est génial. Par contre, la réponse, j'aurais plutôt utilisé tel argument ou j'aurais parlé de telle réalisation. Et ça leur permet encore plus, je trouve, de se réapproprier leur parcours. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça va vraiment plus loin. Euh, voilà pour les petits tips de techniques de recherche d'emploi. Quand il y a des projets aussi de création d'entreprise, ça nous est arrivé aussi de créer des questionnaires d'études de marché ou d'analyse du marché et de la concurrence. Donc ça aussi, si vous accompagnez à la création d'entreprise, ça peut être hyper intéressant pour challenger une idée de création d'entreprise. Voilà, on peut aussi rechercher des formations. Donc en formation, que ça soit initiale, continue, ou même la dernière fois, j'avais une personne que j'ai accompagnée qui avait un projet de VAE suite à son bilan de compétences. Une fois qu'on avait, voilà, elle avait trouvé son projet, et il y avait, la VAE était pertinente. Et avec l'IA, on est allé chercher, comme c'est compliqué d'aller chercher en fonction de l'expérience précise d'une personne et de son projet professionnel, la bonne université ou école qui correspondrait le plus, le diplôme qui correspondrait le plus à à la fois à son parcours et aussi à son projet. Bah, l'IA, on lui a demandé d'aller analyser plein d'écoles, d'organismes de formation et de trouver 5 ou 6 organismes qui correspondraient le mieux et ensuite les a appelés pour approfondir. Mais ça a gagné un temps fou parce que je ne sais pas si vous cherchez de temps en temps des organismes pour une VAE, notamment dans le supérieur, quand c'est pas des diplômes d'État. C'est compliqué quand chaque université est en son référentiel. C'est pas évident et on gagne un temps fou. Voilà, chercher des formations, évidemment, quand on a un projet professionnel et qu'il y a des compétences qu'on a identifiées qui pouvaient manquer ou qui seraient à développer. On peut lui dire, bah voilà, le projet de professionnel de la personne, c'est ça. Voilà les compétences qu'on a identifiées qui manquent. Va chercher sur le site du Cariforef, par exemple, la formation la plus adaptée. Donc, on peut aussi lui donner des sites sur lesquels on veut qu'elle aille chercher spécifiquement. Donc là, vous pouvez complètement utiliser votre moteur de recherche du Cariforef pour aller chercher les formations les plus pertinentes. Ça aussi, c'est hyper intéressant. On peut élaborer aussi des plans d'action hyper personnalisés. Donc, ça, on peut le faire avec les personnes aussi pour rédiger ou enrichir un plan d'action sous forme de tableau, puisqu'on peut lui demander de le faire sous plein de formes différentes. Et notamment, l'IA m'a fait penser à un truc génial auquel je n'avais pas pensé. Pour faire justement les plans d'action, je lui avais demandé de me faire un plan d'action, donc toujours en lui donnant tous les éléments qu'on avait identifiés avec la personne. Elle avait du mal à voir par quoi commencer, donc on s'est dit, on va voir avec l'IA ce qu'elle nous suggère. Et je lui avais demandé de faire sous forme de tableau, voilà, s'il y a des personnes voilà, à contacter, des choses à faire, enfin un peu tout. Une colonne avec la temporalité, hein, puisqu'un plan d'action sans temporalité, ça reste du doux rêve. Et puis l'objectif de chacun des points. Et l'objectif d'elle-même, je n'y avais pas pensé encore, merci Lia, elle a mis des objectifs vraiment sous forme SMART. Donc vraiment hyper bien fait, hyper précis. Et je me suis dit, waouh, pourquoi j'y avais pas pensé avant? Donc maintenant je fais ça. Donc ça permet parfois aussi de se dire,
Il y a un truc auquel j'avais pas pensé et ça améliore même ma pratique. C'est très intéressant. Donc ça, c'est pour les plans d'action. Donc ça permet d'aller plus loin aussi et parfois de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Elle permet aussi d'analyser les opportunités de carrière, donc pour identifier des secteurs qui correspondent au profil de la personne. Donc il y a des métiers, mais aussi des secteurs parfois. Euh, et puis ça aide aussi les bénéficiaires à analyser aussi de manière un peu prédictive comment on le fait nous-mêmes, mais ils ne sont pas forcément habitués à le faire. Et là aussi, on a un rôle à jouer pour analyser les tendances du marché du travail et préciser leur orientation aussi. Donc ça, c'est très intéressant aussi, hein. Jusque-là, j'utilisais beaucoup aussi et je lui demande d'aller analyser les sites alors j'ai mangé le mot, des observatoires de branches. Donc ça, c'est intéressant pour voir la prospective, et de lui demander de l'analyser, de croiser les données de plusieurs observatoires aussi, ça peut être hyper intéressant. Ouais, et puis aussi analyser des offres d'emploi ou des sites d'entreprise dans un secteur donné en intégrant les préférences et les critères de choix des personnes. J'ai accompagné par exemple récemment une personne qui était vraiment très sensible à l'engagement dans la transition écologique des entreprises qu'elle voulait rejoindre. Et du coup, on a recherché avec l'IA, voilà, des entreprises qui étaient vraiment engagées dans ce secteur-là, soit parce qu'elles avaient mis dans leurs valeurs sur leur site internet, soit parce que c'était complètement leur raison d'être et leur activité première. Voilà, ou chercher des offres d'emploi aussi en cours. Donc là aussi, les petites astuces aussi où je me suis fait avoir au début, quand on lui demande par exemple d'aller chercher des offres d'emploi, pensez bien à mettre des offres d'emploi actives. Parce que sinon, elles peuvent vous en mettre il y a 3 ans, ce qui peut nous aider pour identifier des entreprises qui ont recruté, mais c'est moins pertinent si on veut chercher des offres d'emploi actives. Donc plus on est précis dans ce qu'on va demander, et plus la réponse sera pertinente aussi. Et si on a oublié quelque chose, évidemment, on peut rectifier le tir au fur et à mesure. Ça reste une conversation. Donc ça, c'est plutôt l'activité qu'on peut avoir et les usages qu'on peut avoir avec les personnes qu'on accompagne. Et après, il y a tous les cas d'usage dans le cadre de nos missions à nous en tant que conseillers. Donc vous avez parlé tout à l'heure de la rédaction de synthèse, hein. Donc l'IA peut évidemment nous aider à générer des résumés pertinents d'entretien, ce qui se permet aussi nous de nous concentrer sur l'interaction humaine pendant nos entretiens et de gagner du temps aussi entre les entretiens. Par exemple, je l'utilise pour rédiger des synthèses de points clés dans l'entretien d'analyse partagée de la situation ou de la demande en démarrage d'un accompagnement à partir soit de mes notes ou d'un compte rendu, pardon, qu'on a rédigé ensemble avec la personne en séance ou après la séance. Parce que souvent, je leur demande voilà, de résumer ce qu'ils ont retenu de la séance, les points qui étaient importants pour eux. Et du coup, on peut repartir de ça pour rédiger une synthèse ou à partir d'une trame de synthèse que vous avez aussi. Je pense notamment pour le bilan de compétences où il y a quand même des éléments légaux à indiquer dans la synthèse, ou pour les CEP aussi, vous avez des trames de synthèse où il y a des éléments à intégrer, donc pouvoir lui dire, voilà ma trame de synthèse, voilà les éléments, mets-moi tout ça en forme. Et elle le fait très bien. Et après, ça nous gagne du temps parce qu'évidemment, on repasse dessus, hein, mais si on part de quelque chose qui est déjà pré-rédigé, c'est plus facile que de partir ex nihilo. Je m'en sers aussi pour générer des résumés structurés. Voilà, notamment pour les synthèses aussi de bilan de compétences. Parfois, les personnes, elles vont noter les choses de manière très un peu brute de décoffrage ou avec beaucoup d'émotions, parfois surtout au début des bilans, quand elles parlent de leur situation, des problématiques qu'elles rencontrent, ce qui les a amenées à vouloir être accompagnées, leurs difficultés. Et quand on remet ça en contexte dans une synthèse, il faut que ça soit socialement transmissible. Donc parfois, ça peut être intéressant d'utiliser l'IA pour remettre ça de manière plus factuelle et socialement transmissible à un tiers par la personne, quel qu'il soit. Ou pour les CEP aussi, je sais que vous transmettez voilà, en interne, ça peut être intéressant de remettre en forme. Voilà, ou dans le cadre d'un entretien de suivi aussi, d'extraire des objectifs et des actions à mener, soit pour la suite de l'accompagnement, soit après l'accompagnement.
Donc attention, je vous le rappelle, dans ces cas-là, veillez bien, bien, bien à la confidentialité des données et à la supervision humaine pour garantir la pertinence des synthèses. Évidemment, on a toujours une valeur ajoutée, nous, conseillers, dans ce qu'on apporte et dans ce qu'on produit, bien sûr. Aurore, j'en profite, on a une question Oui. sur ce que deviennent les informations transmises à l'IA et la question de confidentialité, là, ce que tu es en train d'évoquer. Eh ben oui, oui, alors c'est hyper important, effectivement, c'est une excellente question. En fait, l'IA, elle se nourrit aussi de ce qu'on lui donne. Donc elle s'améliore aussi, elle apprend au fur et à mesure des usages. Donc en fait, ça va intégrer la grosse base, tout ce qu'on va lui donner va intégrer la grosse base de données, d'où l'idée de vraiment anonymiser, pas mettre le nom des personnes, pas mettre le nom des entreprises. C'est hyper important parce que ça va nourrir la machine. Donc ce qui fait qu'elle est de plus en plus pertinente, mais ce qui fait aussi que nous, on a le devoir de faire très attention à ce qu'on lui donne. Ouais. Hyper important. Donc, je m'en sers aussi beaucoup pour faire ma veille, hein. Une veille professionnelle, sectorielle. Donc, elle peut automatiser aussi la collecte et l'analyse d'informations pertinentes. Euh, donc, par exemple, des requêtes qu'on peut faire quand on est l'IAS, par exemple, les nouvelles techniques de recrutement dans tel secteur en 2024. Des évolutions réglementaires aussi, hein, puisqu'on est quand même dans des métiers et dans le champ de la formation et de l'accompagnement qui sont très réglementés. Donc, les évolutions réglementaires impactant l'emploi dans telle région, dans tel secteur, ou des évolutions réglementaires qui impactent la prise en charge aussi des formations, ça change tout le temps. Donc, on est toujours en veille aussi là-dessus. Et là, il y a pas mal de choses qui changent. J'ai vu beaucoup de posts là passer cette semaine au-delà de ma veille, mais aussi on peut être proactif et aller lui demander, voilà, qu'est-ce qui a changé, voilà, ces dernières semaines dans les évolutions réglementaires. Voilà, là, je pense, voilà, tout ce qui est formation à la création d'entreprise, là, qui est en train de changer, l'apprentissage, il y a plein de choses. Donc, parfois, même si on est en veille, on peut rater quelques trucs. Donc, c'est intéressant d'aller faire évidemment une veille active, mais ça permet aussi parfois quelque chose qui nous aurait échappé. Et puis, de résumer tout ça, on peut s'aider de l'IA. Je m'en sers aussi, par exemple, pour tout ce qui est compétences émergentes dans tel domaine pour les 5 prochaines années. Donc là, il va croiser les études prospectives. Donc c'est intéressant aussi. Et là, on peut aussi lui dire, bah voilà, va chercher dans les observatoires de branche, va chercher sur le site de France Compétences ou autre ou d'autres. Et parfois, il nous amène aussi, et j'aime bien Perplexity pour ça, parce que parfois, je lui donne pas de site où aller chercher volontairement, et je tombe sur des choses qu'il est allé chercher que je connaissais pas. Donc après, je me dis, ah bah ça, je peux m'abonner à cette newsletter ou à ce site, ou le suivre, parce que les informations, elles sont vraiment intéressantes. Donc ça enrichit aussi, moi, mes sources de veille. Ça va un petit peu dans les deux sens. Donc, ça permet de diversifier aussi nos sources. Et évidemment, toujours vérifier la fiabilité des informations générées par l'IA. euh, Hyper important. J'analyse aussi tout ce qui est tendance du marché de l'emploi, hein, tout ce qui est analyse prédictive des métiers en tension, par exemple dans une région spécifique. Alors vous, je sais pas si quand vous accompagnez, j'imagine plutôt des personnes qui sont dans le bassin nantais et autour, mais si vous êtes amené à avoir des personnes qui vont quitter le bassin nantais parce qu'ils suivent un conjoint ou pour X raisons et qui changent de région, voire de pays, bah, ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres régions qu'on connaît moins. Nous, on a évidemment notre expertise de nos domaines, mais c'est bien d'aller aussi pouvoir regarder au-delà des offres d'emploi et de ce qu'on peut aller rechercher. Voilà, et tout ce qui est secteur en croissance, opportunités d'emploi, évidemment, qui sont associés à ces secteurs-là. Je m'en sers aussi parfois pour l'évolution des salaires aussi, par secteur ou par zone géographique. J'ai eu une personne là récemment aussi qui travaillait en France et qui du coup suivait son conjoint à Munich. Je vous avoue que je ne connaissais pas tellement le bassin d'emploi de Munich dans son domaine et notamment pas forcément les salaires non plus. Elle voulait savoir ce qui était viable, elle hésitait entre plusieurs pistes. Et du coup, on est allé demander à l'IA d'aller croiser ces données-là et de mettre des fourchettes de salaire par rapport à son expérience et par rapport à ce qui se faisait dans le bassin de Munich pour des entreprises qui correspondaient à ces critères.
Et du coup, ça lui a permis voilà, de hiérarchiser un petit peu ses pistes et de se dire, bah là, c'est pas viable parce que par rapport à mon niveau de vie, bah, ce serait trop bas. Là, bonne surprise, c'est plus haut qu'en France. Donc, ça permet aussi d'aller chercher ces informations-là et c'est des évolutions salariales. Et les salaires, c'est pas forcément quelque chose qui est systématiquement mis, et vous le savez, sur les offres d'emploi. Et du coup, c'est pas forcément évident à aller trouver ces infos. Et avec l'IA, on arrive à trouver des infos, alors à vérifier aussi, mais ça donne des bonnes idées de fourchette déjà. Voilà, du Aurore, on coup. a une question par rapport à Oui. l'actualisation des données. Est-ce qu'elles sont récentes, notamment par rapport à ChatGPT, la Alors, version gratuite? ChatGPT gratuite, justement, elle est pas en temps réel sur Internet des données du net. C'est pour ça que je préfère aussi Perplexity parce que il va chercher sur Internet à l'instant T, même avec la version gratuite. Donc ça, c'est important aussi, oui, puisqu'il vous donne des chiffres d'il y a 3 ans, c'est pas très très probant. Donc n'hésitez pas à aller regarder, ouais, plutôt des sites qui vont sur Internet en temps réel. Est-ce que vous avez des questions sur ces usages-là ou partagez peut-être des usages dont j'aurais pas parlé? Et s'il y a des choses qui sont Pour quelle assez claires. raison est-ce que tu préfères Perplexity? Alors, déjà parce que la version gratuite est quasi identique à la version payante. La version payante, elle va un peu plus loin, elle permet de faire deux, trois trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, j'ai jamais ressenti le besoin de passer à la version payante. Elle va sur Internet en temps réel, elle cite ses sources. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Une IA qui cite pas ses sources, je sais pas d'où elle sort ses infos, c'est pas possible pour moi. Et je la trouve très ergonomique, très facile à utiliser. Le seul bémol par rapport à ChatGPT, par exemple, c'est qu'on ne peut pas ranger nos recherches par dossier. Donc, quand on a plein de recherches avec plein de clients différents, du coup, bah, faut retrouver nos petits, quoi. C'est la seule chose vraiment que je trouve un petit peu dommage sur la version gratuite de Perplexity. Et après, il y a pas mal de personnes qui seraient intéressées pour voir des exemples concrets de comment tu fais ta recherche. Eh bien, c'est une magnifique transition. Je vais vous parler après des prompts, des fils de conversation, de comment ça marche. Et puis en fin d'intervention, si vous voulez, je pourrais vous montrer quelques exemples de vraies recherches que j'ai fait sur les deux, trois. Je vous montrerai les deux, trois pour que vous voyez un petit peu l'ergonomie et à quoi ça ressemble, si ça vous va. Ouais. Super. Du coup, là, c'était plutôt les usages que vous faites une fois si- ou que vous C'est mon voudriez deuxième faire quiz, maintenant. c'est plutôt à la Ouais. fin, je pense. Ouais, on peut le mettre quand Tu on veux que je veut. le fasse Est-ce que maintenant? ça a changé? En tout cas, l'idée pour moi, c'est qu'une fois que je vous ai dit tout ça, est-ce que ça a changé? Du coup, vous avez plus d'idées de ce que vous allez pouvoir faire avec l'intelligence artificielle, ou est-ce que vous le faisiez déjà tout ça? Juste pour avoir une idée. Peut-être vous pouvez répondre directement dans le chat. Est-ce que les exemples que Aurore vient de vous présenter peuvent amener à changer vos pratiques? On va de oui. Des nouvelles idées Génial. C'était le but. à avoir à l'usage? Oui. Des pistes à explorer? Super. Génial. Du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est un prompt et comment on les utilise. Et je vais vous donner aussi des exemples. Donc déjà, en termes de méthodologie d'utilisation de l'IA, donc je vais vous reprendre et vous redonner un petit peu une vision, que vous ayez chacun, tous, une vision plus claire de ce qu'on parle beaucoup de prompt ou de choses comme ça et que tout le monde n'a pas une idée vraiment précise de ce que c'est. Donc je vais vous repréciser tout ça. Donc un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une instruction, une requête que vous donnez à un système d'intelligence artificielle pour obtenir une réponse ou un résultat. C'est comme si vous posiez une question à un assistant virtuel en lui fournissant du contexte, des détails pour qu'il puisse vous donner une réponse pertinente et utile.
C'est un peu comme quand vous expliquez à un bénéficiaire comment définir un projet professionnel, lui expliquer les étapes, comment vous allez procéder pour l'accompagner, les critères à prendre en compte pour choisir une formation. Enfin voilà, c'est une instruction. Moi, je dis souvent que l'IA, c'est un peu comme un stagiaire de première année, il faut tout lui expliquer. Si on lui donne pas le contexte et exactement ce qu'on veut, il va être un peu tout perdu. Donc ça, c'est un prompt. Je vais vous en montrer après et vous expliquer comment construire le prompt ultime. Et ça fonctionne comment? Après, l'IA, c'est un fil de conversation. Donc, vous avez une conversation avec quand même un assistant virtuel. Donc, ça s'appelle aussi fil de discussion, de conversation, on trouve les deux termes. Donc, ça fonctionne comme un dialogue, en fait. Vous chattez finalement avec une intelligence artificielle. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que chaque échange va s'appuyer sur les précédents. Donc, ça permet à l'IA de maintenir le contexte et d'affiner ses réponses au fur et à mesure. Donc, elle retient finalement tout ce que vous lui avez dit dans un même fil de discussion, tout ce que vous avez dit précédemment, et elle va en tenir compte dans ses réponses. Donc, ça fait vraiment un fil continu qui permet d'affiner les réponses, d'approfondir la discussion sans avoir à lui répéter à chaque fois les informations que vous lui avez déjà fournies. Donc, c'est comme quand vous parlez avec un collègue où vous construisez progressivement une compréhension mutuelle du sujet abordé, quoi. Vous ne lui répétez pas à chaque fois ce que vous venez de lui dire. Sinon, ce sera un petit peu compliqué. Donc là, c'est pareil. Ce qui veut dire que si vous souhaitez changer de sujet ou si vous travaillez avec plusieurs bénéficiaires différents, c'est un fil de discussion égale une conversation. Si vous changez de sujet, il faut changer de fil parce que sinon, elle comprend pas que vous parlez d'autre chose. Là, c'est différent de votre collègue. Si vous êtes en train de lui parler d'un truc puis que vous lui parlez d'autre chose, il va comprendre parce que c'est l'intelligence humaine et pas un algorithme que vous avez changé de sujet. Donc, il va pas vous répondre par rapport à ce que vous venez de lui dire qui avait rien à voir. Elle sait pas faire ça, l'IA. Donc, il faut bien scinder chaque conversation en fonction des sujets. Donc, il y a vraiment une idée de continuité. Donc, les messages précédents sont pris en compte pour les réponses suivantes. Elle se souvient des informations qui sont fournies précédemment et du contexte que vous lui avez évoqué. Et puis, il y a une cohérence. Donc, les réponses, elles sont pertinentes par rapport au sujet initial. Donc, ça, c'est important à avoir en tête pour bien converser avec une IA. Donc après, comment créer un prompt efficace? Donc un prompt efficace, c'est vraiment un prompt qui est spécifique et qui permet d'avoir une réponse personnalisée. Moins vous lui donnez de contexte, moins vous lui donnez d'éléments, plus la réponse sera creuse. On le voit d'ailleurs sur pas mal de contenus qui sont générés par l'IA où c'est complètement creux. Vous avez dû lire des trucs, on se dit ça veut des fois même pas dire grand-chose. Et ça n'a aucun intérêt, c'est parce que le prompt à l'origine, il donnait pas grand-chose. Si vous lui dites un truc super général, vous aurez une réponse super générale. Plus vous êtes spécifique, plus ça sera précis et intéressant. Donc la première étape, c'est en plusieurs étapes. Un prompt, c'est vraiment déjà de lui présenter le contexte, son rôle et sa cible. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez lui faire faire? Donc, vous pouvez fournir des informations de base sur le rôle, par exemple. Alors, vous pouvez utiliser je si vous parlez, voilà, je suis, etc., etc., et je dois faire ci, cela, ou tu es et tu dois. Le je ou tu, ça marche. Moi, j'aime bien dire je parce que je converse avec quelqu'un, donc je trouve ça plus naturel de dire je quand j'ai mon rôle. Mais on peut utiliser tu, ça marche aussi. C'est vraiment des préférences de chacun. Vous précisez aussi le domaine ou le cadre de votre demande. Et vous pouvez aussi mentionner le public cible. Par exemple, explique comme si tu t'adressais à un débutant en IA, un expert de l'informatique, un bénéficiaire de bilan compétences, un salarié de la tech ou je ne sais quoi. Donc, par exemple, ça pourrait donner cette première phrase, je suis conseiller en transition professionnelle et je souhaite aider une cliente cadre en burn-out à identifier ses soft skills transférables. Donc là, vous avez présenté le contexte. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous formulez votre requête, vous lui demandez quelque chose. Donc là, c'est l'objectif et la tâche. Donc, vous lui dites, c'est des verbes d'action, là. Par exemple, explique, analyse, rédige, résume, compare, reformule, tout ce que vous voulez. Et plus allez être spécifique, plus la réponse sera adaptée. Vous pouvez aussi lui donner des détails qui vous paraissent intéressants. Par exemple, donne-moi une définition assortie d'exemples ou synthétise ce texte en 15 lignes en mettant l'accent sur tel point.
Donc là, comme ça, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Et utiliser plutôt un langage simple, éviter tout ce qui est jargon technique, sauf si c'est vraiment nécessaire, évidemment, dans votre cas. Donc, en exemple, par exemple, de cette partie-là, ce serait analyse les tendances actuelles du marché du travail dans le secteur de la tech pour un client en reconversion ou propose 3 stratégies pour aider un client de 45 ans à valoriser son expérience lors d'une reconversion dans le digital. Ça peut être recherche 3 formations diplômantes ou certifiantes en présentiel sur le site du Cariforef pour une personne ayant telle compétence et qui souhaite devenir assistant RH. Donc là, vous lui dites vraiment ce qu'elle doit faire. Vous pouvez aller aussi plus loin pour préciser le style ou le format de réponse que vous attendez. Vous pouvez lui dire en temps de ligne, temps de page, temps de paragraphe, temps de nombre de caractères. Si vous voulez créer aussi, ça m'arrive de créer aussi de lui demander de me faire un texte pour une vidéo à partir de quelque chose que j'ai rédigé. Et je peux lui dire, crée-moi un texte qui soit lisible pour une vidéo de 3 minutes. Et là, ça c'est génial, on gagne un temps fou en pédagogie. C'est que du coup, ça fait à peu près pile 3 minutes pour un débit de parole normal. Alors que souvent, on tâtonne à se dire, bon, bah, là, ça fait 2 minutes et demie, mince, là, j'ai dépassé, ça fait 3 et demi. Là, elle vous donne quelque chose de bien, bien calibré. On peut lire aussi sous quel format. Ça peut être des listes à puces, ça peut être en paragraphe, un tableau. Je vous disais tout à l'heure, pour faire les plans d'action, on peut lui demander de faire un tableau. On peut lui demander aussi, par exemple, quand j'ai accompagné une personne très récemment qui avait énormément d'expériences professionnelles très, très, très disparates. Et elle avait du mal à faire les liens et à se dire de quels sont mes grands domaines de compétences. Donc, on l'a analysé évidemment ensemble. Et après coup, on a fait la recherche pour voir si ce que nous, on avait mis, c'était ce que l'IA analysait de son parcours. Et il y avait des choses similaires et des choses qui étaient intéressantes. Donc là, j'avais demandé de faire un tableau, par exemple. On peut lui demander aussi le ton ou le style souhaité. Est-ce qu'on veut écrire à la première personne? Est-ce qu'on veut quelque chose de formel? Est-ce qu'on veut pour les synthèses, par exemple, de socialement transmissible, de positif, ou que sais-je? Donc là, par exemple, c'est donne 2 exemples concrets de reconversion professionnelle réussie d'un métier administratif vers un métier créatif. Parce que les gens parfois ont du mal à se projeter, ça peut aider à se projeter aussi. Ou d'aller chercher des témoignages aussi, parce que parfois on a du mal à trouver des personnes pour répondre aux enquêtes métiers. Ça peut permettre aussi de faire un premier pas pour avoir soit des témoignages vidéo qu'on peut trouver sur Internet ou des personnes qui parlent de leur métier. Ça peut être intéressant. Ou de montrer que c'est possible aussi. Parfois, les gens ont quelques réticences à aller vers certains secteurs. Alors, je parle de la génie exprès, métier créatif, parce que voilà, j'ai des personnes qui me disent, mais je sais pas si je m'autorise à aller explorer des métiers créatifs. Du coup, ça peut aider à passer le pas, à aller explorer et qu'elles prennent les décisions après éclairées en fonction de tout ça. Autre exemple, ça peut être présente sous forme de liste à puces, 5 questions à poser lors d'un entretien pour évaluer la culture d'entreprise en termes de bien-être au travail. Puis là, je l'aime bien. Ces questions, souvent à la fin des entretiens de recrutement, c'est intéressant de poser des questions et parfois les gens savent pas trop quoi poser, donc ça peut permettre, en fonction des choses qu'on a décelées qui étaient importantes pour elles, d'aller pouvoir poser des questions intéressantes en entretien. Autre idée, réécrit ce paragraphe de manière positive en mettant en avant les 5 points forts du profil suivant, puis on lui met tout ce qu'il y a dans le profil. Et on peut évidemment clarifier, affiner, reformuler le prompt si on voit que le résultat il est pas satisfaisant. Et petit tips, quand vous avez des tâches complexes où vous lui demandez plusieurs choses, faites-lui faire des étapes, sinon il s'y perd un peu. Donc diviser en prompt un peu plus simple, par exemple, en 2 étapes, ça pourrait être identifier les compétences clés pour une carrière dans le marketing digital, et puis après, suggère des formations courtes pour les acquérir. Donc on lui demande en 2 fois. C'est souvent plus pertinent. Si on lui demande trop de choses d'un coup, on la perd un petit peu. Et puis tester, retester. Après, vous allez avoir vos petits prompts chouchous que vous gardez précieusement et que vous pourrez réutiliser, adapter aussi. Voilà, donc là, c'est vraiment un prompt avec tous les éléments.
Et ça peut être par exemple d'approfondissement, en te basant sur ta réponse précédente sur les métiers en tension, approfondis les compétences requises pour le poste de data analyst. Et voilà, je vous ai mis des exemples un peu différents. Et comme ça, on peut continuer la conversation aussi et lui demander au fur et à mesure les choses. Là, je vais vous mettre hop, à l'écran un exemple de prompt. Comme ça, vous l'aurez. Vous aurez le support après le webinar. Donc, c'est juste pour vous montrer. Je me suis amusée à demander à l'IA justement un prompt idéal pour créer ce que je viens de faire, vous expliquer comment créer un prompt idéal. Donc, j'ai demandé à l'IA de faire son prompt idéal pour créer un prompt idéal. Je m'amuse beaucoup dans ma petite vie de testeuse. Donc là, pour vous donner une idée d'un prompt complet, donc d'abord j'ai mis le rôle, le contexte, cible, objectif. Donc en tant qu'experte en rédaction de prompt et conseiller en gestion de carrière, tu dois, on peut dire tu ou je, créer une formation sur l'art du prompt pour les conseillers en transition professionnelle. La plupart des membres n'ont jamais utilisé l'IA, donc ça c'est le contexte. Ensuite, je vais donner une première tâche de définir de manière concise et claire ce qu'est un prompt dans le contexte de l'IA en utilisant une analogie simple pour faciliter la compréhension. Si vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit quand vous parliez avec votre collègue. La deuxième tâche explique le fonctionnement d'un fil de conversation avec une IA en trois quatre phrases. Donc, c'est assez court parce qu'elle est très bavarde, l'IA. C'est important de savoir ça, c'est que l'IA est bavarde. Donc, donnez-lui des lignes, des phrases max. Sinon, vous allez retrouver avec des textes beaucoup trop longs. Et si c'est trop long, vous pouvez lui dire de résumer. Et je l'ai mis en mettant l'accent sur la continuité et le contexte. Donc là, c'est moi qui lui ai dit de faire ça parce que moi, je sais ce que j'ai envie de vous dire. Donc, je lui ai déjà dit de mettre l'accent là-dessus. C'est là la valeur ajoutée de l'humain et de votre expertise, bien sûr. Après, en termes de format, de ton et de style, je te présente les éléments clés d'un prompt idéal sous forme de liste à puces avec une brève explication pour chaque point et conclut par un paragraphe de trois quatre phrases sur l'importance de maîtriser l'art du prompt dans le contexte du conseil en transition professionnelle en adoptant un ton encourageant et inspirant tant qu'à faire. Voilà. Et dernière petite consigne que je vais donner, assure-toi que la réponse soit bien structurée, avec des sous-titres clairs pour chaque section. Utilise un langage accessible mais professionnel, adapté à un public professionnel novice en IA et limite ta réponse à environ 500 mots. Donc là, vous avez un prompt, un super prompt. Évidemment, on n'est pas obligé de donner autant de détails à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, mais si vous voulez quelque chose de bien structuré selon la complexité de ce que vous voulez lui donner, faut avoir à l'idée voilà, de cette structure un petit peu et des éléments dont elle a besoin. Et pourquoi ce prompt il est efficace? Parce qu'il fournit le contexte qui est clair, il spécifie une tâche avec précision, il demande un format de réponse structuré, il indique le ton et le style, il donne des instructions pour chaque partie de la réponse, il demande des exemples en fonction de l'expertise du groupe et il fixe une limite de mots pour garantir une réponse concise et ciblée. Donc là, comme ça, vous pourrez garder pour la postérité un exemple de prompt, de super prompt. Et après, c'est une habitude à prendre hein, au fur et à mesure où vous allez utiliser les prompts, vous allez y penser, ça va être naturel. Et si vous oubliez, vous inquiétez pas, la réponse sera pas géniale, donc vous allez vous dire, ah oui, j'ai oublié de lui demander ça. C'est toujours Aurore, tu rattrapable. as plutôt tendance à faire un prompt puis un deuxième ou tu mets tout dans un seul prompt? Ça dépend de l'utilité. Là, j'avais tout mis dans un sort prompt, par exemple, pour rédiger cette partie. Après, quand je suis avec des bénéficiaires, je fais partie par partie. Je trouve que c'est plus clair. Ou pour rédiger des synthèses, il y a des choses que j'ai déjà de rédiger parce qu'on l'a fait avec les personnes, que j'ai pas besoin de revenir dessus. Et d'autres fois, j'ai besoin de retravailler certaines parties. Donc, je fais partie par partie. Parce qu'une fois, je vais lui demander plutôt du texte. Une fois, je peux lui demander plutôt des tableaux. Donc, je lui demande pas tout en même temps parce que sinon, on la perd. Et on avait une question sur le fait que tu utilises l'IA en présence des bénéficiaires ou Oui, pas que. Oui. oui, 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 clairement. D'une part, parce que ça permet d'aller plus loin une fois qu'on a évidemment les éléments et qu'ils ont été validés avec la personne. Et puis, je trouve que c'est une compétence de savoir rédiger un prompt et utiliser l'IA qui va être indispensable pour l'employabilité des personnes qu'on accompagne. Donc, ça fait partie, en tout cas, moi, de mon rôle tel que je le vois dans mon quotidien.
Il y a des personnes qui demandent si tu as la réponse à ce prompt-là que tu nous Et as dans la présenté. présentation que je vous ai faite juste avant sur ce que c'est un prompt, ce qu'est un fil de discussion, c'est la réponse à ce prompt. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Donc exactement. Si vous avez tout suivi ce que je vous ai dit avant le prompt, c'est exactement la réponse au prompt. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les prompts Est-ce que tu peux remettre la diapo du coup de la réponse à ce prompt? Ah, alors est-ce qu'il y a J'ai pas mis forcément, C'est c'était pas une plus diapo que... spécifique, ouais. Ouais, c'était plus ce que je vous ai dit, mais en gros là, c'est ma slide précédente, c'est la structuration de ce que je vous ai dit. Donc en très résumé, mais c'est en gros ce que m'a dit, c'est la réponse au prompt. Ok, merci. Évidemment, je parle autour. J'ai pas tout mis sur la slide, mais en gros, c'est ça que ça m'a donné. Et je vous montrerai tout à l'heure des prompts aussi. Voilà. Et petit tips aussi, voilà, lié de mon expérience de centaines d'heures, voire plus, j'imagine même pas, j'ai pas compté, de prompts. Donc, les choses importantes à se rappeler. Donc, déjà que l'IA apprend en fonction de nos échanges. Si vous voulez aussi, alors ce que je fais pas sur ChatGPT, vous pouvez activer, il y a un petit bouton dans les paramètres qui met activer la mémoire. Ça veut dire qu'elle va prendre en compte toutes les conversations et interconversations et elle va retenir ce qu'on a dit. Moi, je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce que comme je l'utilise pour plein d'usages différents et avec des bénéficiaires différents, j'ai pas envie que Madame X et Madame Y qui croisent les données que je lui ai données. Donc attention à ne pas cocher la case si vous utilisez ChatGPT, activer la mémoire, parce que du coup, sinon il se rappelle de toutes les conversations confondues. Si on ne le fait pas, c'est un fil de discussion égale une mémorisation. On n'a pas le problème sur Perplexity ni sur Claude à ce niveau-là. Voilà. Et surtout, si vous activez la mémoire, il y a encore plus faire attention aux informations sensibles, pour le coup, et à la confidentialité, même si on le fait toujours. Deuxième petit conseil, donnez-lui des informations, des exemples, des documents. Donc, plus vous allez vous apporter votre expertise et votre connaissance des sujets, bah, plus la réponse aussi sera pertinente. Vérifiez toujours les informations, demandez-lui ses sources, hein, si vous les donne pas systématiquement ou si vous trouvez qu'il y a un chiffre bizarre ou vous pouvez lui demander où il est allé chercher ça. Il n'a pas d'ego, hein, c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez lui demander de faire 50 fois le même truc. Vous pouvez lui demander mais d'où tu sors ça? Il va pas se vexer, hein, vous pouvez tout lui demander. Notamment, je me suis fait avoir récemment en faisant une recherche et j'avais demandé d'aller chercher des études universitaires sur un sujet en particulier. Donc, comme il est gentil et très très obéissant, il m'a dit, alors selon une étude du Québec, de machin machin, voilà le truc. Et je lui dis, mais je trouve pas ton étude du Québec, elle est où? Il me dit, bon, je l'ai inventée. Donc attention, il hallucine, hein, quand il répond. En fait, il est bête et méchant, c'est de l'algorithme, hein, et il va vous répondre. C'est rare qu'ils vous disent, je ne peux pas répondre, sauf si c'est un sujet sensible et que dans l'algorithme, on lui a dit de pas répondre à ça. Euh, mais sinon, il répond. Et du coup, c'est embêtant. Et des fois, il hallucine, hein. Je vous disais tout à l'heure la dérive de l'IA avec l'odeur ou le goût des œufs de lapin. Là, il répond. Il prend la probabilité la plus probable. Il lui dit bah, ça doit ressembler un peu aux œufs de poule ou de tête de canard. Il hésitait un peu entre les deux. Parce que c'est de la logique, en fait. Mais il n'a pas le cerveau humain qu'on a et c'est pour ça qu'on a toute notre valeur ajoutée. Donc attention à toujours bien vérifier les sources et soit à lui donner les sources et en lui disant on va chercher juste là-dedans. Par exemple, quand je suis avec mes clients et que je veux qu'il analyse un parcours professionnel, je peux lui mettre en pièce jointe le tableau où j'ai enlevé tous les noms et tout ce qu'il faut. Je lui mets le tableau en PDF en lui disant bah, va chercher, analyse le parcours professionnel de cette personne et va me faire un tableau avec par domaine de compétences en mettant au regard des postes qu'elle a occupés. Je peux lui demander de faire ça. Et je lui dis, regarde juste là-dedans, on va pas me chercher sur Internet puisque ça n'aurait aucun sens. Posez-lui des questions aussi, hein, vous avez droit, c'est une conversation. Donc, vous pouvez vous lui poser des questions et n'hésitez pas aussi, super bonne pratique, à lui demander de vous poser des questions. Par exemple, vous pouvez faire un prompt et lui dire, avant de répondre, pose-moi des questions pour préciser ta réponse.
Ça, c'est hyper puissant parce qu'il nous pose plein de questions. Des fois, on n'y avait pas pensé. On se dit, ah oui, c'est intéressant. Et du coup, comme ça évite qu'ils répondent un peu à côté et puis qu'on fasse 250 comptes. On est beaucoup plus efficace et on économise de l'énergie et du temps. Donc, n'hésitez pas à lui demander aussi de vous poser des questions avant de répondre. Une fois qu'il a répondu aussi, vous pouvez lui demander de noter sa réponse en lui disant, bah, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la meilleure note, faut tout lui dire, qu'est-ce qui manque pour atteindre 10 sur 10. En général, il s'évalue entre 8 et 10, il fait jamais du 10 sur 10 du premier coup. Et parfois, bah, il vous dit, bah voilà, il manquerait ça, ça, ça pour atteindre 10 sur 10 parce qu'il manquait d'une information ou parce qu'il va s'améliorer. Ça, c'est une bonne pratique aussi et qui marche bien. Vous pouvez lui demander aussi des solutions alternatives ou de prendre chacun des rôles. Par exemple, quand vous préparez quelqu'un à un entretien de recrutement, vous pouvez dire mets-toi dans le rôle du recruteur pour tel, tel, tel poste et mets-toi dans le rôle de la personne qui est recrutée pour répondre. Et vous pouvez faire du ping-pong comme ça, un petit peu verbal. Voilà, et faites-lui aussi des feedbacks hein, pour l'entraîner, puisque comme je vous le disais, en fait, tout ce qu'on met dedans nourrit la machine et lui permet de s'améliorer. Donc, vous pouvez lui dire aussi, bah, je suis pas satisfait de la réponse parce que c'est trop général, c'est pas, le ton est pas bon, ou il manque tel élément. Et comme ça, il va s'améliorer au fur et à mesure pour vous et pour tous les utilisateurs. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Faut-il télécharger une ou des applications de données proposées sur Internet pour pratiquer? Moi, j'aime bien en utiliser deux et comparer, au moins deux. Et comparer. Après, certains ont des... J'aime bien, par exemple, Gemini, qui est l'IA de Google, pour tout ce qui est veille réglementaire. Je trouve qu'il est très bon. Il est très bon pour résumer aussi, mais il est moins bon pour créer des contenus. Donc après, on a nos petites préférences en fonction des usages. Euh, Et après, c'est intéressant d'aller comparer aussi en fonction. Des fois, je mets le même prompt dans deux IA pour voir laquelle est meilleure pour une utilisation. Et après, selon, j'utilise l'une ou l'autre. Euh, Ça peut être. Après, c'est une question aussi de préférence, parce que quand vous allez en utiliser plutôt une qu'une autre, bah, vous allez vous familiariser aussi avec son ergonomie, où sont rangées les choses. Donc après, vous allez avoir voilà, plus d'habitude, mais c'est intéressant d'aller en tester d'autres pour voir celles qui vous correspondent plus en fonction de vos usages et de comment vous fonctionnez. Mais c'est bien d'en avoir deux pour comparer, surtout quand on a, voilà, c'est des choses un peu plus complexes. C'est bien de voir la différence et de se dire, ah bah, celle-ci, elle est meilleure pour ça, celle l'autre, elle est meilleure pour ça. Comment est-ce que vos bénéficiaires réagissent à l'utilisation de l'IA dans leur accompagnement? Bah, super bien. Évidemment, c'est jamais sans leur accord, hein, bien sûr. C'est pour ça que je le fais en séance et on dessine ensemble des éléments qui sont importants à mettre en fonction de la recherche. Et je trouve que ça les aide en plus eux-mêmes à structurer et à hiérarchiser ce qui est important pour eux, quels vont être leurs critères de choix ou ce qu'ils ont envie de transmettre sur une lettre de motivation, un CV ou autre. Je trouve que ça enrichit d'autant plus et que ça permet encore plus de challenger ce qu'on a vu ensemble. Et je trouve ça un exercice très sympa. Et comme on le fait ensemble, c'est plus facile, évidemment. Je leur dis pas, allez-y, utilisez l'IA, débrouillez-vous. On le fait ensemble, je leur propose. Je leur dis, voilà, bah, souvent dans le cadre d'un accompagnement, en plus, on est toujours limité en temps. On n'a jamais assez de temps pour tout faire. Et ça peut être intéressant de se dire, bah voilà, là, dans le cadre de l'accompagnement, on avait tels objectifs de départ, on en est là. Il reste une séance, il reste deux séances. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Qu'est-ce qui vous pose question et qu'il faudrait qu'on travaille ensemble? Et est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse votre CV avec l'IA, par exemple, ou qu'on prépare voilà, des choses avec l'IA? J'ai jamais personne qui m'a dit non. J'ai des gens qui sont très sceptiques au démarrage des accompagnements et qui me parlent de l'IA en ayant très très peur. Et qui au final, bah, quand on les accompagne et quand on leur explique comment ça fonctionne, bah, ça dédiabolise un peu et puis ils s'aperçoivent que finalement bah, c'est faisable, ils comprennent et même souvent ils continuent de leur côté et ils vont plus loin et ils font des trucs, mais je suis bluffée, hein. Je me dis waouh, quelqu'un qui avait jamais utilisé l'IA de sa vie et là, voilà, il suffit de lui montrer, de le mettre dans la dynamique. Et puis il me dit, ah bah, du coup j'ai fait mon CV, puis j'ai fait ma lettre de motivation et puis j'ai cherché des trucs et c'est l'ébullition. Donc globalement, j'ai pas de personne
qui soient réticentes à ça, et puis ça leur permet de se dire aussi, bah, si je maîtrise un petit peu l'IA, si je connais, je vois mieux à quoi ça sert, comment ça peut impacter mon métier, donc c'est tout bénéfice. Tu n'as pas forcément abordé Copilot et DeepSeek. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire Alors, quelques mots? copilote, je m'en servirai plus et je m'en sers très peu pour plus de la génération d'images. Mais j'évite de le faire parce que c'est ultra consommateur en énergie et j'évite de faire ça. DeepSeek, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai vu passer toutes ces choses, mais j'ai pas encore testé. Il y avait un peu une saturation en plus du système. Et puis, connaissant les biais derrière, je suis pas sûre que j'ai très envie de l'utiliser là tout de suite, en tout cas en l'état. Il faut que j'aille voir avant de faire un jugement définitif. Oui, et copilote, ouais, c'est pas mon préféré. Du coup, je l'ai testé, hein, mais du coup, je l'ai pas retenu dans mes applications quotidiennes, sauf pour faire de l'image. Après, j'utilise d'autres choses pour faire, pour d'autres usages, hein. Là, je vous parle des usages plus vraiment centrés sur l'accompagnement, que ce soit avec nos bénéficiaires ou pour nous. Mais après, par exemple, je peux utiliser Gamma pour faire des présentations. Il y a d'autres, il y a plein d'autres usages de l'IA, évidemment, c'est infini. Donc j'ai recentré mon propos, sinon on était là encore dans 3 jours, j'en serais ravie, mais je pense que on a tous d'autres choses et des journées bien remplies. Euh, mais après, n'hésitez pas à les tester, vous faire une idée, hein. De toute façon, si ça vous plaît pas, bah, vous renouvelez pas l'expérience. Mais vraiment, testez. Et en fonction de vos usages, il y en a plein, plein, plein. Parce que je me sers pas forcément que des mêmes. Gamma, je m'en sers beaucoup pour la formation, par exemple. Euh, Napkin aussi, je m'en sers beaucoup pour faire des schémas. Si vous avez des personnes qui sont très visuelles et qui aiment bien les schémas, soit vous faites un prompt, soit vous lui mettez un texte et il vous génère un schéma que vous pouvez modifier en plus à votre guise, avec plein de visuels différents, des coloris différents. C'est assez bluffant pour les visuels. J'aime bien Napkin. Il y a aussi Cider, qui est une extension Chrome que j'utilise régulièrement, qui se met un peu à côté de vos recherches Internet et qui vous résume des sites Internet ou qui peut traduire des choses. Ça peut être intéressant aussi. Cider, c'est SIDE. Voilà, qui est plugué du coup sur, directement là-dessus. Donc il y a plein, 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 plein de choses. Mais testez. On a une question sur comment est-ce que tu t'es formé et par où commencer? Alors, comment je me suis formée? Alors, chez Garance et moi, on a tous été formés à l'IA, parce qu'on était tous à différents niveaux. C'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, on a un intervenant qui est venu nous former et qui est venu former toutes les équipes en même temps. C'est ça qui était intéressant. Que ce soit les équipes marketing, administratives, pédagogiques. Donc, on avait tous des niveaux différents, on avait tous des usages différents. Donc, c'était hyper intéressant de voir tout ce qu'on pouvait faire. Moi, je l'utilisais un tout petit peu, mais vraiment, j'en étais au tout début. Et puis, ça a permis de voir aussi, c'est ça qui était hyper intéressant dans la démarche, finalement, les besoins et les impacts des métiers les uns sur les autres, parce qu'on est tous évidemment liés. Et ça a permis de voir bah, voilà, qu'un usage pour l'un était un peu différent pour l'autre, qu'un même outil pouvait servir à des choses différentes. Donc, ça a bien ouvert les perspectives. Et par quoi commencer? C'est par là que je finis ma présentation. Je garde le suspense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une demande sur une liste des différentes IA et des fonctions usage qu'elle propose, par exemple le photolangage, les schémas, quel outil Ouais, pour quoi alors faire. Mm. c'est infini. Alors faire une liste exhaustive, c'est juste impossible. Pourquoi pas demander à l'IA? Ça m'est arrivé de demander à l'IA quelle IA serait la mieux pour faire un usage précis. Et après, je compare. Après, il y a plein d'articles. Mais faire une liste exhaustive, c'est juste impossible. Il y en a des millions. Là, je vous ai parlé de celle que je connais le mieux, mais il y en a vraiment des millions. Donc après, si vous avez un usage précis, avec celle que je vous ai donnée, vous pouvez déjà faire tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est sûr. Et après, si c'est vraiment un usage ultra pointu, oui, je pourrais répondre aux questions. Vous êtes les bienvenus sur mon profil LinkedIn. Si vous avez une question précise sur un usage, j'y répondrai bien sûr.
Ok. Eh bien, hop, je vais passer à la suite plutôt, là, ben, l'impact, comment l'IA transforme nos métiers finalement et nos postures. Voilà, maintenant on est des conseillers au moins 3 ou 4.0. Et on passe je dirais, d'une posture de conseiller à accompagnateur augmenté par l'IA. J'ai pas trouvé de meilleure formulation, mais en tout cas c'est ça. Donc on peut craindre d'être remplacé par l'IA, c'est certain, j'en entends beaucoup, beaucoup, même dans nos métiers, et j'espère que, avec tout ce que je vous ai dit, vous aurez compris à quel point votre expertise et votre empathie est essentielle et ne sera pas remplacée par l'IA. L'IA empathique, je pense qu'on en est encore très très loin, même si ça va vite. L'entretien et vraiment l'alliance que vous avez avec les personnes que vous accompagnez, elle est juste pas remplaçable. Ça permet juste d'aller plus vite, plus loin, mais en tout cas, elle permet de faire des choses qu'on peut faire en plus de temps nous-mêmes, en fait, finalement. C'est très rare qu'elle puisse faire des choses que le cerveau humain ne puisse pas faire. Mais évidemment, on mettrait plus de temps. Donc, c'est qu'un moyen finalement technologique de faire résoudre à des machines des problèmes qui pourraient être résolus par l'humain, qu'on pourrait faire. C'est super bluffant, mais ça reste qu'un outil. Et moi, je le vois vraiment, l'IA, pour moi, c'est un assistant. C'est comme un appareil photo numérique versus un argentique. Même si la technologie a révolutionné la photo, c'est quand même l'œil humain qui fait la photo et qui fait la différence. J'ai vu là passer tout à l'heure sur LinkedIn un autre exemple. Il disait bah, si vous refusez finalement, vous enlevez l'IA en disant que c'est de la triche, que c'est pas l'humain, c'est comme si on enlevait les tableaux Excel parce que derrière c'est des formules qui calculent à notre place. C'est un peu le même principe. J'ai trouvé l'image assez intéressante. Juste avant de vous retrouver, je lisais encore des trucs sur l'IA. On se refait pas. Voilà, donc en tout cas, c'est votre réflexion, c'est votre prise de recul sur ce que vous demandez à l'IA, c'est votre esprit critique sur les réponses qui sont obtenues qui font la différence. Et c'est vraiment l'intentionnalité qui rend la collaboration humain-machine finalement humaine, quoi, simplement. Donc c'est hyper important, enfin en tout cas je le trouve, et le fait que vous soyez là le démontre que tous les acteurs institutionnels et tous les acteurs de l'accompagnement se positionnent sur un accompagnement qu'on pourrait dire un peu hybride hein, aujourd'hui. Et le conseil en orientation, c'est un processus qui est collaboratif, où le conseiller, on devient finalement un catalyseur de la réflexion et de l'action du bénéficiaire, ça on l'était déjà, mais on va un peu plus loin, on favorise son autonomie, sa responsabilisation dans son parcours professionnel. Et on est un accompagnateur finalement augmenté par l'IA. Et je vous le disais, moi, l'un de mes rôles en tout cas, c'est aussi d'alerter les bénéficiaires sur la transformation des métiers et de les former à l'usage responsable et éclairé de l'IA. Parce qu'ils en auront nécessairement besoin à l'avenir. Donc évidemment, l'IA ne remplace pas l'interaction humaine et votre empathie et voilà, tout votre professionnalisme et votre expertise et votre connaissance aussi, qui permet de challenger tout ça. Néanmoins, il faut quand même qu'on développe nos compétences hein, pour tirer le meilleur parti de l'IA, donc en maîtrisant les outils, donc les plateformes comme ChatGPT, Perplexity ou autres, pour tout ce que je vous ai cité précédemment en séance. Voilà, et moi je leur partage, et je vous enjoins à le faire, hein, c'est intéressant de partager après le fil de discussion à nos bénéficiaires pour qu'ils puissent s'en emparer, faire des tests. Ils sont super contents de partager aussi ce qu'ils ont fait, ça leur ouvre des perspectives. Euh, et puis attention, voilà, l'esprit critique. Et ça permet aussi, je dirais, dans nos rôles, de peut-être encore plus personnaliser nos accompagnements. Par exemple, c'est un dialogue interactif pour approfondir certaines thématiques qu'on peut voir avec les personnes, comme les intérêts, les aspirations du bénéficiaire. Ça permet d'aller plus loin dans l'analyse, de proposer des emplois, des formations en adéquation avec les critères de choix. Et puis de créer des parcours de développement professionnel aussi sur mesure, hein. On peut s'y voir en fonction d'un projet, un point A où ils en sont, un point B, bah, quelles seraient les grandes étapes en fonction de toutes les données qui sont importantes pour eux et de leurs critères. Voilà, avec vraiment la chose que je ne ferai jamais, en tout cas, c'est recourir à l'IA dans la phase exploratoire.
Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment hyper important que les éléments ils viennent quand même de la personne et des échanges et des interactions qu'on ait eues d'humain à humain. Pour moi, l'IA, elle se substitue surtout pas aux entretiens et à la partie introspective. Ça, c'est indispensable et c'est pour ça que je crois profondément que on est encore là pour longtemps. Voilà. Et enfin, les enjeux éthiques et légaux, donc je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein. Donc attention à la protection des données, attention à la transparence. C'était une question tout à l'heure aussi. Informer les clients, hein, vous utilisez l'IA dans leur accompagnement et de ses limites, ça c'est super important. Euh, et attention aux biais. Voilà, quand vous faites des recherches ça aussi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Les métiers genrés, le sexisme ou autre, c'est important de bien sensibiliser aussi les personnes qu'on accompagne, parce que quand on fait la recherche avec eux, nous, on le sait, mais bien leur dire aussi, voilà, attention aux réponses aussi de l'IA à challenger. Mais ils le font assez naturellement, finalement. Dire, bah, ça, quand même, je suis pas d'accord, ou ça lance des super discussions. Voilà, puis évidemment, ne pas éviter d'être excessivement dépendant de l'IA, hein, c'est un plus, mais ça remplace pas notre expertise et notre boulot. Voilà, et puis petite chose que j'ai lue il y a pas longtemps qui me questionne, c'est qu'on estime qu'en 2025, donc à savoir là aujourd'hui, là, cette année, 80% du web sera généré par l'IA, parce que beaucoup de gens, plus on utilise l'IA, et comme je vous l'ai dit, comme l'IA se nourrit et apprend via le web, ben, à un moment donné, si on utilise l'IA de manière creuse et irresponsable, ben, je pense que l'IA sera de moins en moins pertinente. Donc c'est nous et de manière plus large les humains qui feront la qualité de l'IA de demain et non l'inverse. Ça, c'est un petit point que j'ai en tête. Voilà, donc en conclusion, je dirais que voilà, l'intégration d'IA dans le conseil offre de nombreuses opportunités pour améliorer la qualité et la personnalisation de nos accompagnements. Et ça nécessite une adaptation, voilà, de vos compétences et des miennes également, et une réflexion approfondie sur les enjeux éthiques pour garantir un usage bénéfique et responsable de ces technologies. Et la fameuse réponse à la question de tout à l'heure, par où commencer? Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, alors tu nous as dit tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, si vous voulez, vous de votre côté, donc listez vos tâches professionnelles. Ça, c'est la première chose. Voilà, listez un peu tout ce que vous faites dans votre semaine de travail, avec vos bénéficiaires ou vous-même vos tâches récurrentes, hein, soit les réunions, les synthèses ou autres. Identifiez celles qui représentent ou une charge de travail un peu redondante ou des choses où vous aimeriez finalement gagner du temps dans votre semaine ou en efficacité ou aller plus loin. Tester les outils. N'hésitez pas à aller en télécharger plusieurs, tester, regarder celui qui vous paraît le plus approprié par rapport à votre usage, à votre fonctionnement. Tester. Franchement, c'est que comme ça, vous allez pouvoir vous approprier et voir tout ça. Tester des prompts. Alors moi, j'ai pas tout de suite testé avec mes clients directement en bilan, hein. L'IA, je l'ai fait d'abord moi, de mon côté, j'ai testé plein de prompts, plein de choses, et à un moment, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour prompter comme je respire, et du coup pouvoir le faire tout en échangeant avec les personnes que j'accompagne, donc ça se fait en plusieurs temps. Et puis améliorez-vous et restez en veille aussi sur les évolutions aussi de tous ces outils-là, hein, parce que ça change beaucoup. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent tout le temps. Ce que je vous dis aujourd'hui, des fonctionnalités, je suis sûre qu'il y en aura d'autres dans un mois et encore d'autres dans le mois suivant. Donc restez aussi en veille sur ces outils-là. Je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous partager et on a du temps pour les questions et ça, c'est chouette. J'avais peur de déborder, mais tout va bien. Est-ce qu'on peut mettre des documents sur Perplexity? Oui, Exemple, un CV en PDF. tout à fait. Moi, je peux vous montrer d'ailleurs. Alors, hop, je vais arrêter le partage et vous partager. Je peux vous montrer des prompts. Chose promise, chose due. Euh, Autant que j'aille. Euh,
Voilà. Est-ce que là, vous voyez Oui, on mon voit bien, ouais. écran? Ouais. Donc là, je suis sur Perplexity, mon chouchou. Ça répond à la question en plus. Donc bah voilà, le prompt que j'ai fait. Donc là, je l'ai fait avec une cliente en séance, par exemple, où j'ai mis, bah, je fais un bilan de compétences, je souhaite valoriser mon expérience et définir des métiers qui me correspondent. À l'aide du fichier joint, donc il y a une petite, c'est pareil que dans les mails, hein, il y a un petit trombone. J'avais anonymisé et mis en PDF tout son parcours professionnel qu'on avait travaillé ensemble. Donc, peux-tu regrouper mes domaines de compétences, relier aux qualités et connaissances et indiquer les postes dans lesquels elles s'inscrivent et noter les métiers ou postes qui leur correspondent sous forme de tableau. Là, je n'avais pas précisé outre mesure. Et la réponse, voilà, il me dit voici un tableau regroupant vos domaines de compétences, qualités, connaissances et les postes correspondants basés sur votre parcours professionnel. Il résume ce qu'il a compris de votre question. Et là, il m'a mis domaine, qualité, poste occupé et métier. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun aucun nom d'entreprise parce que je les avais enlevés. Et il me remet, elle avait, je sais pas, au moins une quinzaine de postes complètement différents. Ça passait de la gestion de projet RSE à la vente de chocolat, pour vous donner une idée. Et elle avait énormément de mal à se dire, mais comment je valorise un parcours comme ça aussi différent? C'était dans plusieurs pays, donc il a pas traduit. J'aurais pu lui dire traduis tout en français, mais il a repris un peu d'anglais, un peu de, je sais pas s'il a pris de l'allemand là, mais il y avait de l'allemand aussi. Et il m'a tout mis sous forme de tableau. Après, on peut aller plus loin, c'est sa première réponse. Mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'il est allé vraiment faire des grands domaines de compétences. C'est hyper intéressant. Voilà. Après, précisez-lui bien, il a du mal à comprendre dans compétences, il met souvent les soft skills. Donc, quand c'est pas forcément très clair sur les données que vous lui injectez, n'hésitez pas à lui dire hard skills pour les vraiment compétences techniques, soft skills pour les qualités. Sa petite astuce aussi. Sinon, il a du mal. Donc après, voilà, il met tous les postes en fonction. Puis après, il résume. Et après, on a dit quels sont mes points forts pour chacun des métiers. J'ai dit, tiens, on va tester, puisqu'elle m'a posé la question. Elle me dit, ah, mais j'aimerais bien faire ça. Donc là, pour chef de projet développement durable, il a mis les points forts qu'il a pris dans tout son parcours pro. Et c'est hyper intéressant pour construire un CV, par exemple. Après, en fonction aussi du projet, bien sûr, mais ce sera des choses qu'on pourra réutiliser plus tard. Donc, il a mis pas mal de choses. Voilà. Intéressant. Donc ça, c'est Perplexity. Donc, et qui met, alors là, les petits 1, c'est justement ici de ses sources. Là, je lui avais dit d'aller chercher que justement dans cette source-là, qui était le tableau de la personne que j'accompagne. Mais sinon, il vous met des petits 1, des petits 2, des petits 3, et puis vous pouvez aller cliquer dessus pour voir la source. C'est là où on les voit. Et on peut partager du coup avec la personne qu'on accompagne. Partager, on lui met le lien si on est en visio dans le chat, on peut lui envoyer par mail, on fait ce qu'on veut. Et après, chacun voit au fur et à mesure, chacun de son côté, ce qui est fait par l'autre. C'est collaboratif. Autre chose que je peux vous montrer, ça c'est ChatGPT. Vous voyez bien le changement d'onglet ou Oui, ça va pas... oui, 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 on est sur super. ChatGPT, ouais. J'ai Merveilleux. juste une question, Aurore, au passage. Tu nous as expliqué que l'IA apprend de nos recherches et plus largement de toutes les recherches qu'elle réalise. Est-ce qu'à terme, l'outil va devenir discriminant si nos recherches le sont ou la majorité des personnes qui font des demandes font de manière discriminante? Comme Internet, hein, il y en a qui disent que la Terre est plate, donc il faut faire attention. Bien sûr. Bah, déjà, l'algorithme en soi est fait par des humains, donc il est discriminant. Et comme elle va partout sur Internet, elle se nourrit. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mais c'est jamais qu'une proposition. Mais bien sûr. Et puis là, on voit arriver aussi quelque chose qui était sur Internet, sur les recherches Internet classiques, c'est à savoir tous les SEO, les pubs. Si vous dites tous les jours quel est le meilleur carrefour de la Terre et que vous mettez Nantes, au bout d'un moment, elle va la prendre. Donc si vous pouvez la question, elle va finir par vous répondre Nantes. Vous pouvez vous amuser. Mais ça marche pour la SEO aussi, si vous lui demandez de sortir voilà, telle entreprise hyper engagée. Si l'entreprise elle est super présente sur Internet et qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle est super engagée dans la RSE, par exemple,
bah, elle va sortir aussi comme elle sortirait sur Google dans les recherches du haut. Bah là, elle va sortir aussi. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention aux sources. Mais bien sûr. Mm. Donc là, il va y avoir de la pub déguisée comme il y a avec les SEO sur Internet, hein, ça arrive beaucoup. Donc là, autre recherche complètement différente, faite rien que pour vous. Donc, c'est je suis responsable RH dans le secteur de la logistique à Nantes depuis 5 ans. Je souhaite changer d'emploi. Peux-tu m'indiquer 5 entreprises qui ont diffusé des offres d'emploi de RRH dans mon secteur d'activité dans le bassin nantais? Peux-tu m'indiquer les tendances pour mon métier dans le bassin nantais en termes de salaire et de marché de l'emploi? Je vais demander un peu tout en même temps. Voilà, donc bien entendu, il dit jamais non. Donc là, il met des entreprises ayant récemment publié des offres d'emploi de RRH dans le secteur de la logistique à Nantes. Donc là, il vous donne voilà, entreprise. Et après, on peut aller directement sur Indeed, par exemple. Et hop, on tombe sur l'offre d'emploi. Il vous met les sources maintenant avec ChatGPT. Donc après, on peut cliquer pour aller voir les détails. Donc on peut lui en demander 5, on peut lui en demander 10. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et après, les tendances du marché. Comme je lui ai demandé deux choses différentes, bah, il fait deux réponses l'une après l'autre. Donc là, il dit que le marché est dynamique. À vous de me dire avec votre connaissance s'il a raison. Nombreuses offres disponibles, 176 offres sur Indeed pour les postes de responsable ressources humaines à Nantes. Donc les salaires, et là c'est là que j'ai trouvé ça intéressant dans sa réponse, c'est qu'il a des sources un peu différentes et des chiffres différents. Donc ça permet de voir selon Indeed, selon Glassdoor ou selon Google les moyennes. Parce qu'elles sont quand même, ça passe de 39 à 48 000. Donc ça vaut le coup d'aller creuser après. Voilà, et après, il explique les variations aussi, la taille de l'entreprise, le niveau de responsabilité du poste, l'expérience requise et les spécificités du secteur d'activité. J'ai trouvé ça très intéressant qu'ils disent comment lui-même, sans que je lui ai demandé, il a expliqué les différences. Voilà, et après, il parle de l'expérience. Vous êtes bien positionné pour explorer ces opportunités. Après, il vous donne même des conseils. Il est très bavard, je vous l'avais dit. Donc après, voilà, on peut approfondir et continuer de discuter évidemment avec lui. Et on peut comparer avec Claude si on a envie directement sur ChatGPT, on peut faire ça. On peut lui dire c'était très bien ta réponse, c'était nul. Voilà, on peut copier la réponse si on a envie de la copier sur autre chose. Et on peut comparer la réponse avec Claude si on a envie. Voilà. Et le dernier que je voulais vous montrer, Mistral, notre français Mistral national. J'ai testé quelque chose de complètement différent pour que vous voyez un petit peu les prompts. Donc là, j'ai testé sur les synthèses. Donc, je suis conseillère en évolution professionnelle. Je dois rédiger une synthèse d'accompagnement qui soit rédigée de manière professionnelle, factuelle, valorisante pour la personne et socialement transmissible. J'ai écrit ce paragraphe en ce sens. Donc là, j'ai pris un paragraphe d'une de mes clientes qui ne m'en voudra pas puisqu'elle est totalement anonymisée. Donc, elle avait écrit le contexte de mon bilan, c'était le début de son bilan, qu'elle se sentait dépassée par son travail, elle a beaucoup donné pour sa précédente entreprise, ça lui demandait de plus en plus d'énergie, et puis un contexte d'épuisement professionnel, elle est partie en vacances, elle a eu un accident, et sa première pensée, ça a été, il faut que je quitte mon travail, c'est plus possible, c'était le déclencheur du bilan. Donc, attendre du bilan de manière, avant qu'on l'ait évidemment affiné et travaillé, c'est vraiment le tout début. Et je lui ai demandé de me le réécrire comme si c'était pour une synthèse. Donc, évidemment, à retravailler. Mais du coup, il le met à la troisième personne, ce qui évite de reconjuguer tous les verbes. Ça aussi, c'est sympa. Si vous voulez écrire quelque chose, par exemple, quelqu'un que vous voyez, puis après écrire à une collègue de travail que vous tutoyez, bah, vous pouvez lui demander de vous réécrire le truc en tutoyant. Des fois, ça gagne du temps. Petite astuce. Euh, donc là, voilà, vous pouvez lire où il a été, il est beaucoup plus soft et socialement transmissible, même s'il reste, voilà, l'accident, parce que j'en parlerai dans une synthèse, je suis pas sûre, mais en tout cas, on peut lui demander après de réécrire. Ça vous donne une idée. Voilà pour les exemples. Et vous voyez, ils sont tous faits pareil. Vous posez votre question et puis il répond. Et après, on continue. Voilà, si j'ai envie d'approfondir, lui dire autre chose, ben, je continue. Aurore, on a une question. Tu nous dis que l'outil ne dit jamais non. Oui. Est-ce que tu penses que les outils d'IA sont faits pour nous séduire? Ah, la bonne question, vous avez 4 heures. Euh,
Nous séduire, je ne suis pas sûre. Après, ils sont là pour répondre à leur fonction, c'est-à-dire c'est un algorithme qui répond à ce qu'on lui demande. Après, les algorithmes, si vous lui demandez la recette de la bombe atomique, il vous dira non. Parce qu'il est programmé pour ne pas le faire. On voit des choses aussi dans les algorithmes. Alors, je pense à quelque chose de complètement différent. Si vous essayez de générer des images, il y a une grossophobie du coup, qui est liée aussi à la culture. Si vous demandez quelqu'un, fais-moi l'image de quelqu'un de gros, il n'y arrive pas. Parce qu'il y a un algorithme qui n'est pas fait pour. Enfin, des fois, c'est moche, hein. Euh, donc, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, nous séduire, non, mais il est là pour répondre à la question sans état d'âme, hein. Sauf ce qu'on lui a dit de faire ou ne pas faire dans l'algorithme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions là pour l'instant. C'est que j'ai été super claire alors. Certainement. Euh, S'il y avait une question sur le fait que les entreprises puissent détecter que le CV avait été rédigé par l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a même maintenant des logiciels pour vérifier si c'est fait par l'IA ou pas. Ils sont pas ultra fiables, mais c'est fait notamment. Il y a des logiciels aussi dans le cadre des examens, parce que ça va soulever encore d'autres questions. Des examens où si quelqu'un pendant son examen fait son mémoire de fin d'études avec l'IA ou s'il l'a fait avec lui-même, c'est plus du tout pareil. Donc ça soulève plein de questions, hein, éthiques aussi, de propriété intellectuelle, d'un tas de choses. C'est vertigineux, hein, tout ça. Euh, donc c'est à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, oui, on peut détecter qu'un CV a été fait par l'IA. Même moi qui ai l'habitude d'utiliser beaucoup l'IA, quand je vois un post ou un document, je sais très bien quand il a été fait par l'IA ou pas. Même à l'œil nu, je le sais. Alors, il y a des trucs, les mots qui m'agacent, quand c'est écrit crucial, vous pouvez être sûr à 90% il y a de l'IA. Il adore crucial. Du coup, le mot finit par m'agacer, parce que je le vois tout le temps. Il y a des manières de tourner les phrases aussi qui sont très IA, donc on s'en rend compte. Après, ce qui est bien pour l'utiliser dans le cadre de l'enseignement, moi je trouve pas, ce serait dommage de dire aux gens que c'est interdit d'utiliser l'IA. Par contre, d'expliquer comment ils sont arrivés à la réponse, quel prompt ils ont fait et quel a été leur chemin cognitif, ça c'est intéressant. Parce que ça permet vraiment de structurer sa pensée. Est-ce qu'il y a un outil d'IA pour générer des images? Ou Il y en plusieurs a outils? plein, Hmm. il y a Dali, il y a Copilot, ouais, il y en a une tonne aussi. Plus ou moins payant. Souvent, c'est des modèles où vous avez quelques requêtes ou images gratuites ou par jour ou avant de s'abonner. Ouais, mais Dall-E et Copilot, c'est les deux où vous pouvez faire le plus de choses gratuitement aussi. Les QCM, est-ce qu'il y a des outils spécifiques? Il y en a aussi, moi j'utilise Perplexity parce que je le trouve super bien pour faire des QCM, pour faire des exemples d'exercices aussi, là, plus dans le cadre de la pédagogie. Mais complètement, ouais. Des quiz, il peut faire plein de choses. Faut lui donner, alors je lui donne jamais, évidemment, par exemple, si je crée un cours, je vais pas lui donner mon cours en contenu, parce que j'ai pas envie qu'il traîne qu'il s'en serve dans l'IA. Donc pareil, je fais attention à pas lui donner tous mes contenus. Je lui donne des lignes directrices et des choses, et après je lui demande de créer. C'est une petite méfiance quand même. Beaucoup de remerciements dans le chat hein, sur la qualité de cette intervention et Ah bah de avec grand tes plaisir. réponses aux questions. Avec grand plaisir. Ouais, ça me passionne, enfin vous l'aurez vu. En tout cas, j'espère que ça aura changé peut-être votre vision de l'IA, que vous allez tester des choses. Merci beaucoup Aurore pour cette intervention Mais avec grand plaisir et et puis puis bonne fin de journée peut-être à à tout le bientôt. monde. Bonne fin de journée à tout le monde.